bon matin, bonjour ou bonsoir ou même bonne éclipse tout le monde et bienvenue à ce 37e épisode des Sommeliers de la lutte. Ici Max Périard qui est accompagné du Tommaso Ciampa de l'analyse de la lutte, Pierre Gastonguay. Comment ça va, Pierre? Ça va très, très bien. C'est la saison de WrestleMania. On est dedans, là. Présentement, au moment où nous, on parle dans un micro, on est entre les deux shows. On est entre le samedi, on est entre le dimanche. On est dans un espace temporel qui n'existe pas nécessairement entre ça n'existe pas longtemps, en tout cas. Fait que là, on va encapsuler ça dans une vidéo. Comment qu'on se sent entre le samedi et le dimanche, entre les deux shows? L'émotion. En même temps, l'analyse de la première soirée dans cet épisode. Fait que, non, on est bien content. Écoute, c'est WrestleMania. Fait que, moi, ça faisait longtemps que j'avais pas été excité comme ça pour un WrestleMania. Je pense que le road a été très bon. Très, très bon. Puis bref, c'est ça, on est juste excités. On sent le changement de garde, on sent le changement de paradigme qui se passe au niveau des gens, des têtes pensantes, au niveau du booking, au niveau de l'écriture. On sent qu'il y a un changement qui se fait très positif. J'essaie d'expliquer hier à quelqu'un qui écoute un peu la lutte, qui était moins intéressé au produit, puis de faire comme... on sent que les lutteurs à la WWE sont contents de travailler, puis ça fait une différence dans la qualité de lutte, ça fait une différence dans la qualité de l'histoire qui est racontée aussi, parce qu'ils ont l'air heureux. Fait que tu sais, comme, ben oui, parfait, c'est le fun d'écouter quand eux, on voit qu'il y a du fun. Fait que, c'est juste plaisant à écouter. On va prendre le temps de tout analyser ce qui s'est passé hier dans le cadre de WrestleMania soirée 1, Night 1, comme eux disent à la télévision. Fait que, mais sinon, on a quand même des vies à part. Pas tant, mais quand même. À ce moment, un peu moins, mais un petit peu moins. Des vies. Qu'est-ce qui se passe de bon là, à part la lutte dans ta vie de ton côté, Maxime? Écoute, moi, à toutes les semaines, je suis un joueur de deck hockey. Je sais que toi, t'es pas très fan en général de hockey. mais moi, c'est comme. Je suis fan de ça, surtout pour se mettre en forme, parce que j'ai un peu de difficulté à faire du sport s'il n'y a pas de but, s'il n'y a pas d'enjeu. Tu sais, comme aller au gym, je trouve ça très difficile pour moi. Je comprends. Fait que, il faut comme un jeu avec des amis, tout ça. Fait que le deck hockey est comme ma manière de comme courir. Au lieu de courir sur un tapis, je cours après une petite balle d'un gymnase avec d'autres amis. Fait que je fais ça, mais là, c'est ça, cette semaine, moi, j'ai joué longtemps au hockey. Je suis pas très, au Québec, je suis pas très bon. Là. Mettons, si j'étais né genre en Afrique du Sud, je serais peut-être sur l'équipe nationale, mais au Québec, j'étais assez normal au hockey. Mais j'ai une belle shot, j'ai une bonne shot. Et là, cette semaine au hockey, j'ai fait un lancer qui a frappé un de mes amis comme d'en face. Il y avait des lunettes de protection, fait que heureusement. Et que là, lui, il s'est fait full mal, les lunettes ont revolé. Et la balle, elle m'est revenue dessus, sur moi. Puis je me suis blessé moi aussi. Tu t'es blessé avec mon propre lancer, il nous a blessés les deux. Là, j'étais comme... J'ai quand même un bon lancer pour me blesser moi-même une fois que ça a rebondi. Wow. Fait que c'est ça, ça a été ça. Tout le monde est correct, là, finalement. Tout le monde était correct. Okay. Heureusement, portez des lunettes si vous jouez à des sports pour vous protéger. Là. Je pense qu'en général, porter des trucs pour vous protéger parce que on fait pas ça de notre vie. Là, notre job, c'est un peu faire des jokes avec notre face. Fait que ça serait plate de perdre un œil ou avoir une grosse cicatrice. Fait que heureusement, ça n'a pas été le cas. Mais quand même, j'ai comme été enflé de la lèvre pendant quelques jours. Aïe. Fait que c'est ça, tout ton bord. C'est pas assez de bon. J'ai été passé ce qu'on appelle un tapis roulant à l'hôpital. C'est par prévention, là, ça fait longtemps que je l'attends, cette Moses de tapis roulant-là. J'ai pas de médecin de famille. Vive le Québec. Puis, c'est que j'ai des antécédents familiales de maladies cardiaques. Fait que c'est juste d'avoir un suivi. C'est quoi, genre, tu cours sur un tapis roulant pour checker la pression? Puis... c'est ça, c'est checker si le cœur est correct, si le cœur est en forme. Puis tout est correct. Tout a bien été. T'as-tu plein de sensors sur toi pendant que tu fais ça? Partout sur le chest, là, alentour du cœur, il y a plein de sensors. Je dis que tout est correct, par contre, la cardiologue qui était là a fait comme t'as pas de médecin de famille, hein? Ok.
Ben, je vais faire des suivis avec toi peut-être une fois par année ou 8 mois quand je suis disponible, jusqu'à temps que tu trouves un médecin de famille. Fait que je dis que tout va bien, mais en même temps, il y a une cardiologue qui a pris pitié de moi et qui a fait que je vais faire des suivis même si tu n'as pas de médecin de famille. Fait que, au moins, il y a ça qui se passe. Fait que non, d'ici 1 an, je devrais avoir des résultats pour le cholestérol et autres cossins comme ça qui font que mon cœur peut péter aux frettes. Mais sinon... Tout est correct avec mon petit cœur? Ben non, mais écoute, on va envoyer des ondes positives, que tout ça passe bien. On veut t'avoir en santé le plus longtemps possible. Ben, ceux et celles qui ont déjà fait le test du tapis roulant, mon frère l'a fait il y a une couple d'années, puis il dit bah, je me suis évanoui. Puis j'ai comme faible. Il s'est évanoui. Ah ouais, oh ouais. Il pousse. C'est comme un beep test, mais d'adulte, genre. T'avais-tu ça le beep test? Ah, Chris, oui. Ah oui, le beep test, je m'étais claqué un muscle quelque part pour pas être capable de le faire, le beep test. Quoique, non, plus jeune, j'étais quand même assez en forme, puis j'étais capable de le faire, là. Mais, c'est ça. Et moi, là, je pense que c'était le moment de l'année que je détestais le plus. Nous, on le faisait au hockey, là, il y avait tout le temps pendant l'été des espèces de séances, là, tu sais, où on faisait des trucs pour évaluer notre condition physique, là, tout ça. Puis il y avait tout le temps le beep test, là. C'était un classique, puis à chaque fois, j'étais genre... C'était la pire journée de mon année. Est-ce que j'ai essayé ça, faire ça? Parce que c'est ça le but du beep test, c'est de te rendre au maximum et essayer de le dépasser, même le maximum là. Fait que c'est sûr que tu vis jamais un bon moment. Parce que si tu veux un bon moment, tu l'as pas bien fait. Tu sais, tu t'es pas assez poussé. Oui, c'est ça. C'est du fun à faire le beep test parce que tu le fais pas bien, c'est ça. Mais en même temps, je sais pas si c'était de même à ton école, mais il y a tout le temps du monde qui sont juste naturellement en forme. Je pense pas qu'il va écouter ça, mais je dis bonjour à Mathieu Daniel que j'ai pas vu, ça fait 20 ans, parce que ça fait 20 ans que j'ai gradué. Là. 20 ans? 15 ans. Ces gars-là, puis là, lui, il est rendu pompier maintenant, fait que ça fait très bien dans la ligne de vie où il était en forme, il a toujours été en forme, juste en forme naturelle, pas juste en forme pour être comme il était physiquement puis génétiquement fait pour faire des vitesses. Il aurait pu faire des vitesses dans la vie pour gagner sa vie. Là. Fait que, fait que c'est ça. C'est bon, gars, ouais, fait que bravo à tous les gens qui ont réussi à faire des beep tests. Dites-nous dans les commentaires votre meilleur score, votre meilleur palier dans les beep tests que vous avez eu. Si vous rendez au genre de bip, bip. Ah oui. À la fin de l'année, là, c'est genre bip, bip. Si un moment donné, t'es genre, ça sonne vite, puis je cours pas, genre. Fait que, imagine quand faut que tu le cours. J'ai pas le temps de toucher j'ai touché à la ligne, mais j'ai pas le temps de repartir, puis ça a déjà fait bip. Comment tu veux que je sois capable physiquement de me rendre l'autre. De flash, je serais même pas capable de faire des liste de beep test rendu à ce point-là, puis c'est de flash, là. Anyway. Et sinon, vous, de votre côté public, on a eu des commentaires, comme toujours. Fait que, d'avoir une espèce de petit débat, un genre de petit... on se relançait le booking sur Facebook. Fait que n'hésitez pas, si vous nous écoutez à l'audio, à aller sur Facebook, Instagram, on poste et vous pouvez avoir les discussions de ce côté-là. Et on a tout d'abord, il y avait Phil qui dit que si Cody perd, Phil, il prédit un cash-in de Damien Priest, parce qu'il va perdre le tag team. Et la moitié il a perdu le tag team. Ou il a pas gagné le tag team. Ouais. On pourrait y revenir tantôt pour parler du match, mais je pense que Phil, tu tiens quelque chose. Tu tiens peut-être quelque chose. On a parlé à l'épisode 36 du Dusty Finish. En fait, t'en as parlé, toi, Max, t'as soulevé le Dusty Finish qui pourrait être arrivé. C'est exactement ce que Phil a de l'air de proposer. Mais il y a Raphaël qui est venu contre-argumenter et qui dit je crois plus que le cash-in va se faire du côté du match de Rollins-McIntyre. C'est possible aussi. C'est très possible aussi. Rollins qui s'est fait malmener pendant le main event de hier. Donc, est-ce qu'on est en train de décrire un peu dans le ciel que McIntyre va gagner ce match-là de façon peut-être très facile? J'ai l'impression que c'est le match qui va ouvrir, je crois, la carte ce soir. Ou que Rollins va gagner, garder contre Vaz et Marie. Et là, il y a un crash-in de trop, puis on sait pas. Mais là, vous le savez quand vous nous écoutez. Oui. Probablement. Mais nous, on le sait pas encore. C'est pas encore. Fait on est pris là-dedans. Puis je pense que ce que Phil disait, c'était plus le côté que si Cody ne bat pas Reign, il va avoir un cash-in de Priest sur Reign. Fait que ça serait pas Dusty Finish, ça serait plus genre faire un petit turn de Priest pour que ce soit lui qui batte le long règne. À voir, et j'en ai aucune idée, moi, ça s'en va vers où.
J'ai hâte à ce soir. Je trouverais puis, ça un peu dommage que ce long règne-là, qui est historique, soit brisé par un cash-in. Ouais. Et j'étais un peu au même niveau, moi aussi. On dirait que je suis comme... Ça serait une manière comme... Mais de facile, clean de protéger, mais... C'est ça. On va voir. Mais là, protéger quoi? Je veux dire, tu l'as le record, là, un moment donné. Hey, j'aime tellement ça qu'on parle de ça, puis que tout le monde qui écoute savent ce qui se passe, puis on est on spécule encore pour quelque chose qui s'est passé, qui a déjà fini depuis quelques années. Mais merci pour le commentaire. Merci. Vraiment, vraiment. Et on va enchaîner avec la première chronique. Et ça sera pas la chronique Lexix, ça va être une nouvelle chronique. Mais une nouvelle chronique, j'en ai déjà fait. Ça va être les théories de Max. Et cette semaine, ma théorie, c'est la théorie du costume. Alors, et là, disclaimer, faut que je le dise, je ne suis pas le penseur derrière cette théorie. Je sais pas si toi, de ton côté, tu te fais aider par des auteurs ou des autrices quand tu fais des blagues. Ben, avec ma copine qui est aussi humoriste, on se relance un peu, mais non, je suis quand même assez seul dans mes textes. Parfait. Ben, moi aussi, régional, mais j'ai une autrice qui est aussi ma copine et que je nomme souvent comme autrice. Et c'est elle qui est à l'origine de la théorie du costume, que malgré que moi, ça faisait longtemps que je suivais la lutte avant qu'on se connaisse, j'ai fait découvrir ça il y a peut-être une dizaine d'années. Puis elle a tout de suite rapidement remarqué la théorie du costume. Et c'est en fait que dans certains matchs précis, les lutteurs qui vont arriver avec les couleurs du pay-per-view, ou avec les couleurs de la ceinture, ou dans le cas d'un Money in the Bank, avec les couleurs qui fit bien avec les valises, vont souvent remporter ces 10 matchs. Donc, tu peux pas prévoir, évidemment, le costume que les gens vont avoir avant. Fait que, c'est juste que quand il arrive, tu peux regarder les costumes et faire « Ah, il y en a 3-4 qui matchent avec le thème. Il y a peut-être plus de chances qu'ils gagnent. » Ça a quand même un bon haut taux de succès, la théorie du costume de ma blonde. Puis c'est pour ça que j'en parle, parce que ça a un peu eu lieu à un des matchs, fait qu'on y reviendra, mais... J'aime ça. Elle a tout de suite fait voici les 2-3 personnes qui pourraient gagner ce match-là à cause du costume. C'était le championnat par équipe. Et finalement, 2-2, les 2 personnes qui ont gagné. Wow. La théorie du costume s'appliquait. Ça tient. Fait que ça se tient debout. Fait que dites-nous si vous aussi c'est quelque chose que vous avez remarqué dans les années, la théorie du costume. Donc si un lutteur ou une lutteuse arrive dans les couleurs du pay-per-view ou dans les couleurs d'une ceinture, d'une mallette, si vous pensez vous aussi que ça est dans votre tête, ça fait ben oui, je pense qu'il y a plus de chances de gagner parce que il ressemble, ça fait bien, ça fait des belles photos. C'est ça tout ça. Ben oui, ça marche. Nous, on est dans le moment présent, mais t'es comme dans 10 ans, ils vont montrer une photo de lui avec la valise, puis il va falloir que la photo soit belle. Fait que s'il match avec la valise, j'ai toujours me souviens que Carmella, elle était rentrée avec plein de signes de piastres partout sur son costume, puis ça fitait bien, là, en blanc, en vert. Fait que bref, c'est ça, ma théorie du costume que je voulais vous partager et vous donner, fait que... Vous allez pouvoir jaser de ça avec vos amis de lutte. Ah non, la théorie du costume, quelque chose qui existe. Là. J'ai vu ça dans les sommeliers de la lutte. Puis là, ça a l'air bien prestigieux. Deuxième chronique. C'est ta chronique, Pierre. Chronique qui le fait mieux. Qui le fait mieux, la chronique. Yeah. Oui, cette semaine, une chronique un peu différente. Ben, différente. C'est quand même qui le fait mieux. Mais c'est basé sur ce qu'on a vu hier ou samedi, plutôt, si vous nous écoutez. Vous nous écoutez, peu importe. Quand c'est le WrestleMania extra large soirée 1, qui le fait mieux? Entrée spéciale, qui le fait mieux? Il y en a eu 5 entrées spéciales. Quand je dis entrée spéciale, c'est parce qu'il y a un élément qui a été ajouté à ce qu'il n'y a pas dans l'entrée habituelle. Donc, on a eu Rhea Ripley avec un band live qui était là. Et c'était très très beau. Main event, Jey Uso qui est rentré avec Lil Wayne. Damage Control qui est rentré avec des geishas ou des geishas qui étaient là avant leur entrée. Cargill, Naomi et Belair qui sont rentrés sur une belle grande plateforme avec des costumes, ça lookait en tabaslac. Et The Rock qui est rentré sur son logo qui était littéralement en feu. À terre. Le feu par terre, exactement, qui faisait la forme de son logo de bœuf. Donc, d'après toi, d'après vous, qui le fait mieux? Qui l'a fait mieux, plutôt, à soirée 1 de Mania Extra Large? Qui avait la meilleure entrée? Moi, de mon côté, je vais y aller avec le live band de Rhea Ripley. Ouais. Moi, j'ai trouvé que ça lookait. Il y avait également une espèce de belle chimie entre le chanteur et Rhea. Rhea Ripley, je pense qu'à la conférence de presse après WrestleMania, qui disait que c'est un band
qu'elle connaissait déjà parce qu'ils se connaissaient déjà. Donc, En tout cas, ça paraissait. Le look aussi du chanteur qui était comme. C'est ça, c'était comme une version de Rhea, mais c'était super bien fait. Les deux se ressemblaient beaucoup. L'image de tout ça était excellent. Hein? Vous verriez d'ailleurs les images là, en ce moment. Là, je trouvais que c'était écœurant. Comment ça lookait. Puis Rhea était dedans. Elle chantait les paroles, elle était dedans. Elle était dans son personnage. Fait que pour l'ensemble de là, je vais aller avec cette entrée-là, qui était ma préférée pour la soirée 1 de WrestleMania. Cool. Toi? Ma blonde, ma copine qui est avec moi pour ce bout-là, pour cette entrée-là de Rhea, elle adore Rhea, qui est une de ses lutteuses préférées. Et elle a dit le chanteur, c'est un mix entre Marilyn Manson et quelqu'un d'autre. Je me souviens pas quelqu'un d'autre. Moi, j'ai fait une surenchère en disant mais il ressemble beaucoup au guitariste de Limp Bizkit. Des vieilles références, là. Faut le savoir. Bref, ça n'a pas rapport. Moi. Marilyn Manson, je suis quand même d'accord. Ouais, mais elle a dit Marilyn Manson, quelqu'un qui porte. Qui a des maquillages. C'est pas Slipknot, parce que c'est des masques. Je pense que c'est Bibi de Bibi et Geneviève. C'est exactement un mix. Ça. Un mix entre Marilyn Manson et Bibi de Bibi et Geneviève. Oui, c'est ça. C'est exactement ce qu'elle a dit et ça fonctionne. Un gros nez avec des cheveux verts. Pour moi, je trouve que qui le fait mieux, l'entrée de Mania soirée 1, c'est Cargill, Naomi et Belair. Je trouve, quand c'était tout noir, puis on les a juste vus sur la plateforme, c'était que ça lookait. J'ai trouvé ça super, super créatif, super différent de ce qu'on voit habituellement. Les costumes étaient très beaux aussi. Les costumes étaient excellents. Le charisme de ces trois filles-là est indéniable. Juste là, avec un contre-jour dans le noir à les voir comme ça, ça puait déjà le charisme, donc pour le look initial de juste pow, ils sont là, la plateforme qui descend. Pour moi, ça va être Cargill, Naomi et Belair. De qui le fait mieux. Donc, pour vous, laissez-nous savoir dans les commentaires, d'après vous, qui le fait mieux entre Rhea, Main Event Jey Uso avec Lil Wayne, Damage Control et les Geisha, Cargill, Naomi, Belair sur la plateforme, ou Rock, qui est littéralement en feu. Donc, laissez-nous savoir, d'après vous, qui le fait mieux. Et dans le questionnaire, on avait la question, combien d'entrées spéciales il y aurait? Et avec 5, on a 23% des gens qui avaient répondu 5. Wow. Fait que quand même, une personne sur 4 à peu près a répondu que ça allait être 5, entre 5 et 6. Fait que félicitations à tout le monde. Bravo. Et qui ont participé au restaurant. Vous allez voir, on va faire comme à chaque fois un petit retour sur les questions, savoir le pouls des gens, comment ça s'est passé, comment les gens le voyaient, les choses se diriger. Donc, on va enchaîner justement un peu sur. Puis là, avant de tomber sur le WrestleMania, vu que c'est un peu le WrestleMania week-end au complet, oui, c'est ça. On va faire des petits retours sur d'autres choses. Fait que, tout d'abord, le Hall of Fame, que j'ai regardé, moi, dans son entièreté, y compris. T'es un malade mental, t'es un craqué. Y compris les entrevues sur le tapis rouge. Fait que ça j'ai vu avec Keith Lee qui est en arrière, qui est comme pas certain de savoir où il faut qu'il aille. Ça m'a fait Puis t'as également, pendant ce truc-là, je l'ai juste noté, parce que Branson Reed, il a comme eu une entrevue, puis il était genre lui-même, tu sais, il était pas dans son personnage. Il était avec la chaîne. Des lunettes, il était bon, bon au micro. Comme, pourquoi vous, comme, enlevez-y son personnage, dites-lui, sois toi-même tout le temps quand tu parles. Pourquoi faut qu'il parle à une caméra en étant genre semi-fâché ou genre. Là, je suis genre, ben non, il avait du charisme. Swag. Il était vraiment bon. Fait que je suis comme... Son personnage à la New Japan, quand il est parti, il y a 1 an et demi, 2 ans, quand il s'est fait renvoyer, puis il a été son personnage de Jonah, qui est son vrai nom, je pense. À la New Japan, son personnage était beaucoup plus proche de ça. Fait que s'il peut se rapprocher tranquillement de ça, ça va être winner. Pour vrai, je trouvais que ça fonctionnait tellement bien. Tu sais, comme tout ce que j'ai pas encore, en tout cas, senti, moi, dans le produit qu'on me vend durant les SmackDown, durant les Raw, de ce personnage-là, j'étais comme, ben, ça fonctionne pas. Puis là, ça fonctionnait full. Fait qu'on dirait que j'ai comme compris pourquoi il est poussé de cette manière-là, parce que c'est lui, vendredi, qui a gagné le André le Géant, Memorial Battle Royale. Fait que, tu sais, c'est une personne un peu plus dans le calibre ou dans la shape d'André le Géant qui gagne. Mais tout de même, moi, j'aurais préféré Ivar pour la belle run qu'il a eu pour des derniers mois, pour un peu le remercier de tout ça. Bon, il était avec Bronson Reed. Et là, quand je l'ai vu en entrevue, je fais OK. Fait que les gens, ils parlent backstage, puis il est bon, dans le fond. Il a du charisme. Les gens voient de quoi, ouais, absolument. Puis là, on dirait que je l'ai vu pour la première fois, c'est ce que les gens voyaient pendant cette entrevue-là. Tapis rouge, je faisais juste donner son avis sur
les gens qui sont dans le Hall of Fame. Et sinon, on fera pas tout le monde, mais on va faire assurément Paul Heyman. Paul Heyman qui a eu un des discours les meilleurs. Moi, je pense un des meilleurs, comme toujours, Paul Heyman au micro. Donnez-y un micro. Et là, donnez-y un micro, pas de texte, pendant 30 minutes où il parle de lui-même. C'était bon. Un beau mix d'impro, de trucs placés, de gags, de jouer. Ah non, c'est pas prévu, mais c'est prévu. C'était excellent. Une belle clinique. J'ai pleuré, j'ai été touché, j'ai été un peu choqué, j'ai été surpris. Le roller coaster d'émotions qui nous a fait passer, c'était incroyable. Vraiment très bon. D'abord, l'intro de Roman Reigns, c'était simple, c'était efficace, c'était super bien fait. Ensuite, il est rentré avec sa musique un peu old school de la ECW, ce qui était le directeur général. C'est pas ça. Ensuite, des bons gags sur RVD et son film qui fume un peu de drogue. C'était très drôle. La petite mention quand il dit qu'il y a un des meilleurs dans le Sports Center. Non, dans le Pro Wrestling. C'était très bon également. Le call, juste en rentrant, la foule est comme You deserve it, you deserve it. Puis il prend ça et fait Damn right, I fucking right. I fucking right, c'est ça. Ouais. Fait que ça, c'était bon. Ensuite, le fait que Paul Lévesque était fier d'être un des nominés du premier Hall of Fame, comme il l'a appelé, mais le Hall of Fame de Paul Lévesque, le premier qu'il met en place. Puis que, assurément, il est un Paul Lévesque guy. Petite référence. Et le premier chant ever de Paul Lévesque, ça m'a fait rire. Là. Oui, et Sammy aussi, je pense que ça le faisait rire en arrière. Mais en même temps, qui de mieux que Paul Heyman pour partir une bonne catchphrase, un bon chant. Fait que, ensuite, il s'adressait à Cody et surtout aux gens, dans le fond, qui étaient déçus qu'il soit décédé et qu'il ne pouvait pas être là. Et j'ai aimé la petite touche. Tu sais, il change le micro de côté, il change de côté, il regarde directement à Cody, il lui dit qu'il aurait également aimé ça, que son père soit présent aujourd'hui pour voir ça. Fait que j'ai bien aimé. Tu sais, c'est dans les détails, mais c'est du fin Paul Heyman qui tous les détails sont importants dans ce qu'il fait. Tout. Par la suite, ramène sa gimmick de la ECW avec son personnage. La casquette. Le gros téléphone. Puis on dirait il prend le téléphone qui est un peu tout décrit, ça fait comme hey, c'est le téléphone original que j'avais, je pense que j'ai assommé Sting avec ce téléphone-là, ça me fait bien rire, un petit clin d'œil. Exact. Ben tu sais encore, c'est bien placé pour mentionner des trucs comme on n'a pas le droit, mais gars, lui s'en permet beaucoup. Ah oui, vraiment. Puis lui, il faisait vraiment ce qu'il voulait là, à ce moment-là. Oui. C'était excellent. Tu sais, en plus, tu sais, c'est peut-être des choses que les gens remarquaient pas, là, mais tu sais, c'est une bonne manière de vous le réintroduire, mais tu sais, le téléphone de Paul Heyman était un peu signature, si on veut, dans ses débuts, dans ce personnage. Et j'aime encore qu'aujourd'hui, il y ait ce clin d'œil-là à travers. Il y a 2 téléphones pour appeler Reign. Puis, tu sais, au lieu de faire un truc conférence, non, un téléphone pour chaque personne que j'appelle. Puis, tu sais, il a comme gardé la gimmick, mais de manière niaiseuse, drôle, avec aujourd'hui. Fait que c'est là qu'on voit tout le génie de Paul Heyman. Complètement. Ensuite, l'espèce de discours sur le fait d'être cancellé, pas cancellé. Bon, apprendre à en laisser. Moi, je parle de ce côté-là. Je pense qu'il y a des personnes que, effectivement, ils ont fait des choses un peu trop graves pour mériter de ne pas se faire canceller ou pas. Mais lui, il dit que non. Puis, je sais pas si toi, tu l'as vu comme ça. J'ai l'impression que tout ce discours-là s'adressait à Brock Lesnar. J'ai eu la même pensée. Ouais, j'ai la même parce pensée. qu'il était très... Ouais, parce qu'il a nommé Brock Lesnar une première fois. Il est tombé pas longtemps après dans tout le If you cancel me, I'm coming back stronger and I'm coming back bigger. Fait que oui. Puis la seule personne qui peut décider si on va être cancellé, c'est nous-mêmes. Ouais. Fait que j'ai l'impression que, tu sais, c'est peut-être un Paul Heyman qui a passé un message à son ami ou personne de longue date qui est Brock Lesnar de faire, gars, en ce moment, tu sais pas si tu veux revenir ou pas, mais c'est toi qui vas décider là, si tu veux être cancellé ou pas. Si tu veux revenir, t'es capable de revenir. Là. Ouais, fait que, tu sais, puis c'était aussi très ancré dans le moment présent, dans l'époque où on est aujourd'hui. Si vous écoutez dans le futur, ben, en ce moment, on est très là-dedans, le cancel culture, tout ça. La ligne, on la place sous parce que, comme tout dans la vie, quand ça commence ou quand les choses se placent, des fois, tu vois, on va trop loin, puis là, on revient un petit peu. Puis on est un peu dans ce flou-là présentement.
Et ça a été bien encapsulé par le discours de Paul Heyman, qui était un peu aussi une critique de la société actuelle. C'est ça. Il utilisait le mot cancel. Je pense que c'est voulu d'utiliser ce mot-là, mais il l'utilisait sur 2 paliers. Il l'utilisait avec, oui, le cancel culture, mais il l'utilisait aussi sur... Ils ont cancellé son programme. De faire fermer la porte. Le nombre de fois que tu te fais fermer les portes dans la vie. Puis il faut pas que ça t'arrête. Il faut qu'il aille chercher l'opportunité, mais il a continué à utiliser le mot cancel juste parce que c'est un mot qu'on utilise beaucoup, qu'on entend beaucoup dernièrement. Et oui, le clin d'œil, je suis certain à Brock Lesnar là-dessus. Puis écoute, il a été parfait. Il a été parfait. Puis on finit avec le catchphrase party. Il a tout sorti ses catchphrases que j'avais fait de manière intelligente, de manière différente, pour finir en disant l'espèce de sa dernière catchphrase qui c'est pas une prédiction, c'est un spoiler en voulant dire moi je fais juste commencer, vous avez rien vu encore. C'est ça. Puis, c'est excellent. Allez voir ça. J'aime beaucoup. Il a aussi commencé son discours en donnant les lettres de noblesse à Paul Lévesque, comme plus que juste le nommer. En fait, comme présentement, la compagnie allait pas bien, puis on avait besoin de quelqu'un qui remet de l'ordre, mais de façon intelligente là-dedans, et tout le crédit va à M. Lévesque. Fait que c'était bien placé, c'était bien écrit, mais c'était aussi un message qui passait aux fans, un message qui passait aux autres compagnies, un message qui passait pour lui, pour d'autres lutteurs. Tout avait un sens, tout était parfait dans son discours. T'sais. Puis même le petit moment sur ses enfants également, un peu touchant, où il dit il s'en fout ce qu'ils font, mais faites juste ce que vous voulez faire. Puis même si on vous dit que vous pouvez pas le faire, ben continuez de le faire, puis un moment donné, si ça fait 100 fois que tu te fais dire non, ben la 101e va peut-être marcher. Puis, tu sais, c'est un... Ben, n'importe qui essaie de suivre son rêve dans la vie, peu importe c'est quoi votre rêve à vous. Lui, dans notre cas, c'est être humoriste, les deux. Puis, je pense que c'est facile de se percevoir dans ça, parce que dans un monde où il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, et que tu te fais fermer la porte rapidement, souvent. Ah oui. Et il faut qu'en dedans de toi, tu trouves une motivation intrinsèque, parce que pendant des longues périodes, il n'y en aura peut-être pas de motivation extrinsèque. Il n'y aura peut-être pas personne qui va t'ouvrir des portes, qui va dire, fait que faut que tu continues par toi-même. Puis c'est le genre de discours que... Puis là, je conseille l'intégrale parce qu'il sac beaucoup, il y a beaucoup de choses. Fait que je pense que ça va être plus difficile à trouver, l'intégrale de ce discours de Paul Heyman-là. Mais l'intégrale, si je suis capable d'aller me le chercher à quelque part, je pense que je vais le réécouter dans les moments de doute ou de je sais pas quoi, parce que c'est 100%. Très motivant de l'entendre parler de toute son histoire, puis de dire... Tu sais, j'ai commencé à une place, j'ai été mis dehors, je suis revenu plus fort, pour se rendre jusqu'à Roman Reigns aujourd'hui. Puis il est comme, tu sais, vous voulez pas me remettre dehors une autre fois, parce qu'il sait c'est le genre de Paul Heyman de se repartir une nouvelle compagnie ou de aller l'autre bord à l'Elite, puis tu veux pas que Paul Heyman soit dans la compétition. Tu veux qu'il soit de ton côté. Paul Heyman à l'Elite, il revire le bateau de bord, puis ça devient... un monstre, là. Mais... ça devient un monstre. C'est pour ça que tu veux pas le perdre. Puis je pense que Triple H, Paul Lévesque, est plus intelligent. Puis il a peut-être moins d'ego face à ça que d'autres personnes. Mais bon, on est à l'année 1, fait qu'à voir. Mais pour l'instant, je pense que ça serait pas un bon move d'enlever ou de faire chier Paul Heyman pour qu'il donne le goût d'aller ailleurs. Là. Mais bref, assurément le discours à l'écouter. Plein d'autres bons discours, tu sais, entre autres... comment il s'appelle? Thunderbolt. Oui. Tu sais, histoire. Je suis surpris qu'il n'était pas plus mis de l'avant que ça. Avant ça, parce que moi, je connaissais pas. Ben non, moi non plus. C'est un lutteur qui a mis de l'avant les droits des Noirs, qui était excellent au micro. Tabarouette, tu sens que New Day a puisé dans ça. Tu sens que Dusty Rhodes a puisé dans 100%. Sa manière d'être. Puis là, le monsieur, évidemment, était rendu plus vieux. Le discours était un petit peu décousu. Mais il l'avait encore, puis tu sais, c'est juste, c'est un vieux monsieur avec t'es pas aussi tight sur plein de trucs. Il y a beaucoup d'allusions à Jésus, à la religion, tout ça. Mais je pense que le message, ultimement, était de soyez des bonnes personnes, soyez gentils. Je pense que oui. Puis tu sentais aussi le deuxième degré de comme... Lui, il est arrivé dans une époque où c'était très noir, c'était très... La business était remplie de mauvaises personnes. Mais qui a persévéré en étant gentil, puis dans un monde qui était peut-être pas fait pour que les personnes noires soient mises autant de l'avant qu'aujourd'hui. Puis ça a fait qu'il a pavé le chemin, puis moi je suis comme
vraiment, vraiment surpris que il n'a pas été intronisé plus tôt que ça, parce que je l'ai trouvé excellent. Je trouvais, même quand les vidéos package, je le trouvais excellent dans les vidéos package. Puis toute l'histoire d'arrière-scène. Ouais, en tout cas, bravo Triple H, parce que c'est quelqu'un qui aurait dû être intronisé bien avant je pense que oui. la date d'hier. Fait que bref, heureusement, c'est fait maintenant. Puis ouais, une belle cohorte. Même chose pour Bull Nakano, là, c'est tout. Extraordinaire comme tu sentais l'influence d'Asuka à travers, tu sais. Ah ben oui, Chris, oui. Qui ont été influencés par elle, puis aussi, même chose, des bons matchs de lutte. Puis, tu sais, tu regardes ça, tu revois le vidéo package des années genre 80, puis t'es comme, comment vous avez fait pour être là et avoir les années 90, début 2000, où la division féminine, c'est n'importe quoi. Ouais. Genre, vous l'aviez, là. Tout à l'heure. Vous aviez des bonnes lutteuses, excellentes, ouais. qui, comme... Puis Evolution arrive en 2016. Comme, et ça, genre, comme... Il y a eu comme un 20 ans de perdu dans la lutte féminine à cause de choix décisionnels bizarres. Puis bref, tu sais, de voir pour Nakano, ça a juste rappelé ça à quel point il y en avait des bonnes lutteuses avant. Tu sais, fait que ça et tout, je trouvais bien aimé ça. Puis pour le reste, ben, c'est des trucs qui m'ont plus marqué, moi, de mon côté, là, pour le Hall of Fame. C'était pas mal. Autre chose, toi? Moi, c'était Paul Heyman. J'ai pas d'autre chose. Puis j'ai trouvé l'intronisation de Mohamed Ali aussi, là, avec une présence de The Rock qui s'est fait présenter une ceinture un peu pouette, mais très intéressant quand même. Puis, comment? Un peu gimmick. Très gimmick, là, très gimmick. Il est rentré avec en plus là, pendant le main event. Donc on y reviendra rendu là. Sinon, t'as écouté, toi, hier après-midi, samedi après-midi, avant le WrestleMania, t'as écouté Stand and Deliver de NXT. Stand and Deliver, NXT. Juste tout de suite, c'est pas le meilleur pay-per-view de NXT dans le cadre du WrestleMania Weekend. C'était correct, mais les jeunes... Tu sais, moi, on a connu un peu le Golden Era de NXT avec tout le monde qui était bon. Tout le monde qui est rendu dans le main event en haut. Ouais, c'est ça, exactement. Exact. Fait que t'es comme... Bon, fait que c'est sûr, il y a moins de ça. Moi, en ce moment, NXT, les lutteurs, et que des fois, ils me font peur. Il n'y a pas eu de grosses blessures, mais des affaires, t'es comme... Il là là que t'arrives juste quand tu fais ta rotation, puis oh là là, me semble, le timing est bizarre. Fait que à quelques fois... Moi quand j'écoute de la lutte, c'est pas un sentiment que j'aime avoir. Avoir peur pour la vie des gens, parce que là là, ils essaient des choses trop dangereuses pour leur talent. Fait qu'il y en a quelques trucs qui m'ont fait faire un peu grincer des dents. Mais je vais tout de même vous relever selon moi, le spot de la soirée. C'est Oba Femi, qui est vraiment le look, j'ai hâte de le voir un peu plus souvent, mais un gros monsieur puissant, fort, un genre de Bobby Lashley, mais plus grand, genre. Super musclé, qui a fait un spot incroyable où il y avait deux autres gros monsieur. Fait que c'était Djokovic, si vous connaissez, mais mettons des gens qui ont la shape de Baron Corbin. Là. Fait qu'il y en avait un qui avait un Baron Corbin sur ses épaules, et le Baron Corbin qui prenait l'autre Baron Corbin était pris par Oba Femi sur ses épaules. Fait que vous voyez l'image en ce moment, c'était comme une tour à trois où Oba Femi donnait les trois, puis il les a pitchés genre sur le côté. Ça a été super bien exécuté. Wow. Les trois ont bien tombé de manière sécuritaire, puis c'était impressionnant. Fait que pour moi, ça a été le spot de la soirée pendant ce match-là. Et le match de la soirée, c'était Dragunov contre Tony D'Angelo pour la NXT Championship match. Une belle histoire. Pour vrai, Dragunov, je sais, quand il va monter, je sais pas. C'est comme un point d'interrogation. C'est assurément dans l'ère de Vince McMahon. Ça aurait été du low card, mid card. Mais il y a tellement une énergie puis un charisme incroyable que j'ai hâte de le voir en haut avec d'autres mondes. Et bref, un excellent match. Vous voyez un peu là, des beaux spots qu'il y a eu, là, mais son finisher qui look, tout ça. Je l'aime beaucoup. Puis c'est pour moi le meilleur match avec une belle histoire qui a été racontée. Puis il vend bien. Hey, Dragunov, là, il vend tellement bien. Oui. Et moi, c'est ça que j'aime des lutteurs. Il faut que tu sois capable de bien vendre. Ça fait paraître ton adversaire plus fort. Fait que c'est le match que je vous conseillerais d'aller voir de ce pay-per-view NXT Stand and Deliver. Yeah. Maintenant... Et on enchaîne avec la carte principale de WrestleMania XL. Fait que tout d'abord, le pre-show. Il n'y avait pas de match, malheureusement. Donc, et il y a eu 17 commanditaires. Fait que la question, combien de commanditaires allait avoir? 17. C'était 15. 1h30 de pre-show.
1h30. Ouais, Moi, 1h30, puis... moi, j'étais en show samedi soir. J'étais arrivé chez nous vers 11h, 11h30. Je commence à écouter le pre-show, puis je skippais, puis j'écoutais les petits moments avec Punk, puis avec Biggie, puis tout ça, puis pour me rendre compte 45 minutes plus tard que, Calice, j'aurais pu tout le skipper, finalement, le pre-show. Ouais, oui, c'est pas très bon, je vous le conseille pas. Non. Puis même CM Punk, j'ai pas trouvé très bon. Il était slack, il était louche. Il était pas bon, il y a plein de moments, il était pas sûr, il a dit des... Il était pas là. Il était pas une de zone. Il disait souvent qu'il faisait froid. Il avait l'air de faire froid, règle générale, à Philadelphie. Il arrêtait pas de montrer la météo tout le temps. Revenez-en, fait 52, c'est parfait. Ben, tu sais, surtout que c'est 8, là. C'est 8-9 degrés. Là, fait que... Ouais. C'est comme, pas moins mine non plus. Évidemment, nous, on est au Québec. Fait qu'on est un peu plus habitués à ça. 8-9 degrés, on est comme, fait quand même chaud. Je serais capable de faire du sport dehors à 8-9 degrés. Là. Oui, 100%. Fait que, mais bref, beaucoup de gens trouvaient qu'il faisait très froid. Fait que bref, c'est ça, écoutez pas le pre-show. C'est le résumé de ça. Voilà. Ensuite, on commence, et nouveau générique d'intro, t'as remarqué? J'ai vraiment aimé ça. Vraiment, ça fait que le Then, Now, Forever, Together, c'est différent. Ça ressemble un peu à Marvel, avec des images de constellations, puis... Ouais, c'était... bref, c'est ça, on va voir. On va le voir souvent, là, parce que c'est toujours au début de tout, mais ça marquait vraiment une espèce de coupure avec la vieille garde, la nouvelle garde. Et justement, on rouvre le WrestleMania avec Triple H. La nouvelle garde. Triple H qui vient dire bienvenue à WrestleMania. Un peu pour dire voici, là, c'est mon show. Et enjoy the ride. C'est mon show à moi. Ouais. C'est bien. Oui. Ça permettait de couper ça. Ouais, puis on a commencé à ouvrir la carte avec un gros match. Gros match qui, je pense, qui était un de tes matchs préférés. Qui était aussi un de mes matchs préférés, qui était Rhea Ripley contre Becky Lynch. Rhea Ripley, la championne du monde des féminins, qui se battait contre Becky Lynch. Moi, j'avais prédit Becky Lynch comme nouvelle championne. De ton côté. J'avais Rhea. Et tu as eu raison. C'est Rhea qui avant de se rendre à la fin, pour... tout ça, on en a déjà parlé, mais l'entrée de Rhea qui était complètement incroyable. Becky Lynch aussi, j'ai vraiment aimé l'entrée de Becky Lynch, très originale, avait des citations de son livre qui elle, narrait, puis on voyait là, des gros graphiques avec tout ça. Ça matchait aussi avec son costume. Son costume était écœurant. Vraiment. Ça me fait beaucoup rire. J'étais avec ma blonde, on écoutait le match et j'ai eu le flash à maner. Elle est comment? C'est quoi son suit? Puis c'est des citations de son livre puis qui est sur son habit. Et j'ai fait quand même de loin, elle a l'air d'une canne de Budweiser. Puis je me suis fait beaucoup rire. Moi, je trouvais que c'était un genre de dame de cœur dans... Ah oui! Ouais, dame de cœur dans Alice. Alice, exact, dans Alice au Pays des Merveilles. Un mix de ça, évidemment, de plein de citations, mais moi j'aimais bien la petite cape avec l'espèce de feuilles qu'on avait arrachées. C'était très original. En tout cas, bravo la styliste de Becky ainsi que Seth. Seth également est reconnu pour ses looks, mais ça en était un particulièrement réussi de Becky. C'est excellent. Puis c'était une grosse pub aussi de son livre, qui est déjà best-seller, mais que... Mais c'était quand même bien intégré, tu sais, dans le sens où c'était pas trop dans la gorge, là. Ouais, puis c'était beau aussi, fait que je suis comme parfait. Si vous me faites une pub, faites-la belle, puis elle était bien faite. Puis pour le match comme tel, c'était j'ai un très très bon match, assez technique, surtout au début. Il y a eu dès le début des tentatives tout de suite pour essayer de gagner ça de façon très vite. Rhea Ripley Mané qui tente une chaise électrique. Puis tu sais, une chaise électrique, là, elle le met sur les épaules, sont en dehors du ring. Puis là, tu fais comment? Elle va le garrocher sur le coin du ring, ça va faire mal. Finalement, ça n'a pas réussi. Puis on est revenu plus tard dans le match avec la chaise électrique qui a été quand même un point tournant dans le match. Des bons spots. Rhea Ripley qui fait un frog splash encore une fois pour un peu le rappeler son personnage de Mamie. Puis tout était... Il y avait une installation autour dans le match de la chaise électrique, du frog splash qui réussissait pas et qu'on ramenait un peu plus tard. Fait qu'au niveau du storytelling, c'était quand même bien. Tout faisait vraiment, vraiment, vraiment de l'allure. Même sur le Disarmer de Becky qui a tenté de placer à plusieurs endroits et de façon différente aussi. Il faut se souvenir que Rhea Ripley, ça n'a pas vraiment été mis de l'avant dans l'histoire, mais Rhea Ripley qui était blessée à la main gauche, main droite, à un de ses poignets qui était blessé que Becky a essayé de
Je sais pas si c'était un shoot ou si c'était kayfabe, sa blessure, mais ça reste que Becky a tenté là, vraiment de cibler son poignet ou sa main blessée. Son bras, finalement. Il y a eu des gros powerbombs aussi qui a été fait. C'est ça. Un match qui vraiment qui oscillait entre le côté très technique et un côté très violent. Fait que moi je pensais vraiment que ça allait être un genre de match qui était ça allait être la violence contre l'expérience. Puis là, tu fais comme non, c'est vrai, replay. Elle commence, c'est plus de la nouvelle, c'est plus la jeune qui arrive puis qui. Fait que elle commence à avoir une certaine expérience. Fait que c'était pas ça, c'était plus vraiment la brute contre une brute mais plus petite, un brawler. Fait que la chimie était quand même très là. C'était un tantinet aussi, David contre Goliath, un peu. Ouais, oui, quand même. Beaucoup de spots qui ont été tentés du côté de Becky. Mettons, le leg drop, il est revenu à beaucoup de reprises dans le match. Disarmer aussi. Des beaux sells en règle générale de Rhea. On voit un des Disarmer dans le coin. Dans le coin, complètement assis sur le coin. Ouais, Rhea sellait vraiment bien ça. Ça montrait Becky très forte. Et je trouvais Rhea bonne pour ça, pour bien faire paraître son adversaire. Alors que elle a un règne d'un peu invincible, tout ça. Mais j'aimais ça qu'elle selle à travers tout le match. On a également ramené un peu le Prison Trap, là, que moi je trouve que c'est visuellement ça look là, avec Rhea. La jambe, après la jambe. La jambe prise, puis là, l'autre personne essaie de taper. Puis c'était un peu une confrontation entre les deux prises de soumission des deux côtés. Oui, puis un tour de force aussi, parce que les deux ont tapé ou ont kick-out de leur finisher respectif. Ouais. Donc le man handle slam, Rhea a tapé out et le Riptide. Le kick-out, ouais. Le kick-out, pas tapé out, kick-out, oui. Fait que, on les place comme des compétitrices fortes qui sont capables d'en prendre. Et même chose pour les prises de soumission. Les deux ont été capables de se sortir des prises de soumission de manière, je sais pas comment dire, mais ça n'a pas été juste on touche la corde. On sort de manière technique de la prise de soumission des deux côtés. Exactement. C'était comme un peu l'histoire qui était racontée de ce match-là. Qui a le plus de cœur, qui est le plus fort, qui est le plus. Qui a plus de hargne, là, qui est capable de se rendre au bout. Là. Puis un magnifique spot de chaise électrique qu'on a installé plus tôt dans le match, mais qu'on a fait plus tard, où on est sur le ring, on fait une chaise électrique, on passe par-dessus la troisième corde, on reste en chaise électrique. Hey, le landing était parfait. On atterrit à terre avec Rhea qui a encore Becky en chaise électrique et on se pitch sur le dos à l'extérieur du ring. Cette séquence-là, c'était beau. Mais c'était beau, là, c'était bien exécuté. C'est le genre de spot qu'un Brian fait avec des souplexes. Ouais. Que la suplexe se poursuit ou qu'un Will Ospreay est capable de le faire aussi. Mais là, j'ai rarement vu des filles faire ce genre de mouvement-là parce que ça manque une bonne coordination entre les deux puis une bonne force pour la personne qui est en dessous de faire le tout. Fait que bravo les deux filles parce que c'était un magnifique spot dans ce match-là. Ça nous apporte, c'était le début de la fin pour Becky, ça nous apporte tranquillement vers la fin où il faut une chaise électrique, un genre de souplesse sur le dos à l'extérieur du ring. Il a fallu un Riptide sur le premier turnbuckle. C'est dévastateur. Là. Quoique, il n'a pas été... on pourrait y revenir, là, mais un move de Generico qui a été fait... un rappel à l'ami de Sami, Generico, qui a été fait dans un autre match. On pourrait y revenir. Je trouve que celle-là a été mieux fait que le Riptide sur Becky, mais elle a quand même fait du... Et le Frog Splash aussi qui est réussi. Le Frog Splash qui a été réussi, exactement. Fait que c'est tous des rappels qui ont été faits pendant le match où finalement, il faut une accumulation de tous ces moves-là ensemble pour être capable de 1, 2, 3 piner Becky au sol. Et c'est Rhea, c'est Mami qui garde le titre finalement dans un très très bon match, très bien construit, qui ouvre très 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 bien la fin de semaine ou la carte du samedi soir. Bien content. Un bon jeu aussi de Rhea. Le acting, là, le jeu d'actrice de Rhea est tellement fort pour tout le temps être incarné, puis genre, tu sais, badass, méchante, là. Que dans le match, elle le perd jamais. On l'aime quand même, tu sais. C'est ça, c'est pas méchant, c'est pas heel. Elle a l'air une tueuse en série, mais sympathique, genre. Oui, absolument. Tu sais, c'est comme, tu veux être son ami, mais en tout cas, bravo. Très bon match. Moi, j'ai bien aimé, ça ouvrait bien la carte
Et on va enchaîner avec le match par échelle, par équipe. Ah là là. C'est là la théorie du costume est dans ce match-là. Parce que vous avez remarqué, il y a 4 équipes. Ben, en fait, moi au début, j'en voyais 3. Il y a 3 équipes qui étaient dans les couleurs de WrestleMania, donc en vert. Ouais. J'étais comme, on a peut-être des bonnes chances de gagner, selon la théorie du costume. Mais finalement, je me suis fait avoir parce qu'il y a une des équipes qui n'a pas de vert, mais qui avait du rouge, qui fitait avec une des 2 ceintures. Exactement. Et c'est elle qui a gagné. Fait que d'abord, l'intro, tu sais, on va y aller rapidement, là, c'est un peu spot fest, fait qu'on va juste vous montrer les trucs beaux au niveau spot. Fait que pour l'intro, beau costume de DIY. Ah, c'est bon. Qui a repris DX, et même l'entrée avec les éclairs avec DIY qui apparaît pour rappeler DX, c'était excellent. C'était super drôle. Le chapeau de cowboy, la veste de jeans, cuir. On a embrassé ce mime-là un peu que R-Truth a créé, fait que bravo. Ensuite, il y a un peu les costumes de Judgment Day, qui étaient bizarres, spécial. J'ai pas trop compris, moi, de mon côté. Je sais comme... Est-ce que Finn était genre en Scarecrow de Batman, mais comme... mais moi, je pensais qu'il était en Blade de All Elite Wrestling. Blade et Butcher. Ah, Butcher de Blade. Ah, Chris, c'est drôle, ça. Fait que je suis comme... Il me semble qu'il y avait la même look, les deux. Fait que... je sais pas c'était quoi que ça représentait. Si vous le savez, vous pouvez nous le dire dans les commentaires. New Day, qui a fait un peu un hommage à Rocky 1 ou 2, je sais plus trop, mais Creed contre Rocky. Donc, il y avait Xavier qui était en Creed et Kofi qui était en Rocky. Absolument. Et exactement. On va vous montrer les photos des plus beaux spots. Fait que d'abord, on a eu un spot de Tyler Bate qui tient Finn Balor sur ses épaules et que Finn a une échelle. Une échelle et que là, on fait le tourbillon. On tourne et on frappe plein de gens avec l'échelle. Fait que, beau petit spot. L'échelle toupie, on va l'appeler. Il y a eu un beau moonsault synchronisé de la part de New Catch Republic, chacun côté de l'échelle, saute sur tout le monde. C'était une belle synchronicité aussi là, de ce mouvement-là. Fait que super beau. Il y a eu un petit atterrissage, moi, qui m'a fait peur. Il y a Priest qui a fait un powerbomb c'était Pete Dunne qui avait. Il l'a fait sur Bate, qui était sur une échelle. Mais comment il a tombé? Ils ont comme pas tombé à la même hauteur. Ce qui fait que Pete était vraiment en dessous et Pete était au-dessus. Fait qu'il aurait pu tomber dessus. Et heureusement, ils ont bien tombé, mais ça aurait, tu sais, un genou qui te descend par la gravité d'en face, ça te blesse. Ça blesse. Ils ont été chanceux de ce côté-là. C'est le seul mouvement qui m'a fait peur, moi, dans ce match-là, au niveau des blessures. Après, on a eu un spot un peu comédie avec encore R-Truth qui veut faire un hot tag. Un hot tag. Et on en a parlé dans le dernier épisode, le hot tag, il est bien incarné, Cena, dans son hot tag. Le flap absolument. Et finalement, Miz, il fait le hot tag. Le premier hot tag à WrestleMania dans un match d'échelle. Fait que bref, tout ce moment-là était drôle. Par la suite, un peu, il a tenté le pin aussi. Il a réussi le pin. Il a réussi le pin, 1, 2, 3. Malheureusement, il n'a pas gagné la ceinture de cette manière-là. Non. Et là, un peu surprenamment, la séquence est faite rapidement, mais il y a A-Town Down Under qui décroche les ceintures de SmackDown très rapidement. Moi, ça m'a surpris. Oui, on était quand même au début du match. Puis il n'y a comme pas eu de gros build-up pour ça. Tu sais, d'habitude, il y a comme on se bat un peu, on sent la tension qui va se faire. Là, non, on l'a tout de suite rapidement décroché. Fait que, bon, on donne la ceinture aux jeunes. Il n'y avait pas grand monde. Personne dans le questionnaire avait mis A-Town Down gagnant. Wow. Fait que c'est une surprise pour tout le monde. 0% là, les avait. Par la suite, une fois que la ceinture a été décrochée, on a eu un spot où Grayson Waller garde la ceinture et il se fait faire un espèce de double powerbomb sur des échelles à l'extérieur. Très beau spot. Très beau spot. Une échelle qui a cassé un peu. Qu'on a remarqué. Mettons, l'angle de caméra nous faisait remarquer que l'échelle n'était pas dans du métal trempé, mettons, comme les escaliers. Non, du tout. Il était un petit peu plus mollasse, là. Ouais, plus gentil sur le corps qu'une échelle de métal. Mais tout de même, c'est un beau spot. Ensuite, tu as eu New Day qui a sorti ses 2 gros spots. Fait que d'abord, on a une espèce de springboard, elbow drop avec quelqu'un qui était sur une échelle, qui tenait sur une échelle, que Xavier a fait. Et par la suite, Kofi qui a monté et qui s'est lancé sur plein de champs à l'extérieur du ring. Fait que 2 beaux petits spots. Ensuite, tu as eu les 2 spots de DIY. Selon moi, le plus beau spot dangereux du match, c'est Gargano qui fait un espèce de tornado DDT dans la table vers l'extérieur, dans une table.
Et je sais pas pour toi, on l'a filmé rapidement. Puis c'était comme dans une succession de séquences, mais j'ai l'impression que ce spot-là méritait d'être un peu plus isolé. J'ai reculé 2-3 fois pour le revoir là, s'il était exécuté à la perfection. Il était parfait, mais il était comme pris dans plein de choses qui se passaient en même temps. Fait que moi, je l'aurais, si j'avais été le booker, je pense que j'aurais isolé un peu plus ce mouvement-là. Après, tu sais pas comment l'exécution va se faire, mais c'était quand même Pete Dunne puis Gargano, 2 très bons workers, fait qu'ils t'ont exécuté ça comme des champions. Par la suite, sur le ring, t'as Ciampa qui fait un white noise en haut d'une échelle. Un super beau white noise. Il a pas gardé la prise tout le long. Fait que j'ai eu un petit peu peur pour Tyler Bate. Il a pas laissé son bras. Il l'a laissé un petit peu avant. Fait que peut-être qu'il avait peur de mal tomber puis de le blesser plus. Fait qu'il l'a lâché. Heureusement, Tyler Bate, il a pas eu un whip de tête puis il s'est pas fait donner une commotion cérébrale. Mais c'est ça. C'était bien récupéré par Tyler Bate pour ne pas se blesser. JD McDonough, une intervention. On s'en attendait qu'il allait avoir une intervention. Il fait un gros spot, s'est fait pitcher d'une échelle vers des tables à l'extérieur. Et finalement, suite à tout ça, première victoire à vie pour R-Truth à WrestleMania parce qu'ils ont décroché la ceinture de Raw rouge. Et théorie du costume, les deux avaient du rouge, ça fitait avec la ceinture et ils l'ont gagné. Fait que 2 sur 2, la théorie du sou. Vous me direz qu'avec 4 équipes sur 6, que ça lookait, mais quand même, c'est pas les 2 qui l'avaient pas qui l'ont gagné. On peut faire dire ce qu'on veut au stats, hein? Exactement. Fait que moi, je dis ça. Ok, oui, un beau spot fest, je le conseille un match. Allez voir, pas trop long. Non, vraiment pas. En général, les matchs sont pas très longs de cette carte-là. Rien que dépasser 18 minutes, sauf le main event. Fait que... Parlant de matchs pas très longs, le prochain match, c'est la LWO, donc Rey Mysterio et Andrade qui remplace Dragon Lee qui s'est fait blesser à SmackDown un peu de façon... Kayfabe. Kayfabe, exactement. Donc, Legado del Fantasma de Santos Escobar de Legado del Fantasma et Dominic Mysterio, Dirty Dom, qui était avec lui pour se battre contre son papa. C'était un beau petit match. T'as mis dans les notes que tu trouvais la foule fatiguée à ce moment-là. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui était parti faire pipi. Je pense que c'est plus ça. Ça se peut, mais c'était... je sentais qu'il y avait un peu moins d'énergie que pour les 2 premiers matchs. Et on enchaînait également l'entièreté du Judgment Day dans la première heure. Fait que Jean-Sac Ria, par la suite les ceintures par équipe et par la suite... Dirty Dom. Ouais, même si le match, peut-être que la foule était moins là, le match a quand même été bon. Il y a une couple de gros spots comme un double crossbody. Andrade qui met Rey Mysterio sur ses épaules. Ils vont à l'extérieur sur la deuxième corde. Rey Mysterio qui est sur les épaules d'Andrade puis il faut un double crossbody. Vous voyez la photo, là, c'est très c'était bien fait. Très bien fait. Très bien fait. Ah oui. Belle confiance entre les deux là, pour faire un mot comme ça. Faut le timing soit bon, il faut faire confiance aux gens qui nous attrapent. Là. On s'entend, puis Ray, il va faire confiance à ses amis. Andrade, encore une fois, dès le début, il a sorti son faux coup de pied, coup de coude là, qu'il a fait sur Dom. J'ai trouvé ça, il l'a sorti très tôt. J'étais comme, OK, le match sera pas très long s'il nous sort tout de suite ce move-là en début. Puis c'est exactement ce qui s'est passé. Il y a eu quelques gros spots. Andrade qui fait son moonsault en dehors, dans les gros spots aussi. Il y a eu... mention spéciale à Carlito. Sur toutes les différentes images, là, il scelle à l'extérieur à Paul Heyman. Il y a tout le temps sa face qui capote de voir ce qui se fait. Fait que vous voyez dans les photos, il est tout le temps incarné. Moi, il me faisait rire en background. Et Andrade, c'est 2 coups de genoux et qui rentre. Et que ça rentre, ce mouvement-là. Genre, dans le coin, là, quand il court. Là. Genre, même comme avec une photo, on peut comprendre comment le mouvement est fait, mais t'es live, comment il fait pour pas tuer quelqu'un en rentrant 2 genoux de même à cette puissance-là. Mais c'est très bien fait. C'est vraiment un move intelligent puis qui a de l'impact. Ouais, puis je pense qu'Andrade est content d'être là, content d'être revenu à la WWE. Il avait l'air plus content que quand il était à l'All Elite. Dans sa manière d'être, mettons. Dans son demeanor, dans son non-verbal. Il y a eu des interventions de chaque barre, autant de la NWO que du côté de Legado del Fantasma. C'est un peu gimmicky, un peu tout le monde qui fait un peu sur tout le monde. Mais un autre beau spot, là, on a vu quelques fois déjà, là, ça commence à être de moins en moins impressionnant. C'est Joachim Wild là, qui se fait faire un genre de slingshot sur les cordes puis qui revole
l'allée d'entrée. Ben, tu dis moins impressionnant, mais en même temps, moi, si je suis là live, puis je suis comme sur ce côté-là, je veux le voir, là, tu sais, parce que c'est comme, il va loin. Il va très vraiment, loin. C'est comme un peu le mouvement que Ricochet ou que Evan Bourne ou Matt Sydal avait. Tu sais, c'est tout le temps le même mouvement, mais t'es comme. Je veux le voir, si je suis là live, je veux pas qu'on me le fasse pas. Fait que moi, j'étais content qu'il le fasse quand même. À chaque fois que ces gens-là devraient faire ce mouvement-là, si vous avez une chance, parce que. Et qu'ils sautent loin. Joachim Wild en slingshot. Ah oui. Oui, ça reste impressionnant. C'est juste que j'aimerais même mieux le voir une fois ou 2 mois qu'une fois ou 2 semaines, ce move-là. C'est plus ça que je dis. Je vais te laisser parler de l'intervention puis la fin du match, parce que moi, ces gens-là, je les connais pas. Tu connais pas? Ben là, tu sais, on a presque eu une bonne prédiction, parce que dans notre preview, on a dit qu'il allait peut-être avoir Taylor Swift. Il y a eu le beau-frère de Taylor Swift. Parce qu'il y a eu deux messieurs qui sont pour l'équipe des Eagles de Philadelphie au football qui ont intervenu pour donner une volée à Dirty Dom. Je sais pas qu'est-ce que Dirty Dom a fait à la ville de Philadelphie pour mériter ça, mais il n'y a pas eu d'hésitation. Les deux gars, comme si, mettons, ils voulaient être comme gentils, là, puis que les gens les aiment, ils sont attaqués à Dirty Dom. Je trouvais ça cheap. Un peu parce que c'était très. Tu t'en prends à la personne que les gens haïssent pour la faire aimer. Il n'y avait pas grande construction. Fait que j'étais comme. Fine. Mais bon, c'était comme le truc local. Fait que les deux messieurs viennent aider. En même temps, je suis comme. Hey, si un jour ils font un Mania ou un peu plus vieux à Montréal, on capoterait de voir Cole Caulfield faire un DDT à Dirty Dom. Mais... oui, ok. Ça, si je me mets à la place de. Je comprends. Fait que c'est ça, c'est Jason Kelce qui est le beau-frère, qui est le frère de Travis Kelce et le beau-frère de Taylor Swift, et ici que Lane Johnson, que je connaissais pas, mais c'est deux gros monsieur de ligne à l'attaque ou défensive qui jouent au football. Deux gros monsieur, c'est le cas de le dire, ils étaient présents, ils étaient là. Et puis moi sur le coup, j'étais comme, c'est-tu des lutteurs que je connais pas? Puis là, je comprenais pas vu qu'ils intervenaient pour les gentils, fait que j'étais comme, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? C'est qui ces nouveaux membres de la LWO? Non, mais il était pas très latino, World Order. Non, pas très. Il est très joueur de football blanc. Très caucasien, World Order. Qui est finalement le New World Order déjà. Et ils ont aidé à le Latino World Order de gagner contre les Gatos del Fantasma. Il n'y a pas eu de turn, il n'y a pas eu rien de ça. Ça a été gagné de façon pas clean, mais de façon intéressante. Intéressante. Deux 619 qui ont été faits. Et bizarrement, seulement 35 personnes avaient la LWO gagnante. On voyait plus Dirty Dom et Santos garder leur momentum et se rendre, finir l'histoire de leur côté. Intervention physique, ça, quand même, beaucoup de gens l'avaient. 59%. Et les 2619, c'était la majorité. Ben, les gens qui avaient le plus de réponses, c'était 47%. Fait que presque la majorité. Et un court match, tout de même, cependant. Fait que, tous les matchs, règle générale, ont été très courts. Donc, c'est 11 minutes. Tous les prochains, là, c'est 11 puis 8. Fait que c'est des petits matchs. Des petits matchs, mais des petits matchs qui sont pas décevants, sauf le prochain, qui était le pire match, ou le match le moins intéressant, ou le moins bien monté de la carte. Ben, moi, le pire match, ça faisait long, en tout cas. C'est un match très décevant. Moi, pour ma part. Ça vaut même pas la peine d'aller le regarder. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a rien qui est raconté. Il n'y a rien. Pour vrai, on vous le conseille pas, mais on va quand même comme décrire comme le hype qu'on a mis autour de ce match-là, la construction de ce match-là, pour finir avec un match de 8 minutes, un peu décevant, qui a un spot où c'est Jay, je vais le nommer, Jay et Jimmy Uso, qu'on s'attendait à beaucoup. Tu sais, on a buildé avec le match des Hart, qui est un des meilleurs matchs. Le match de Hardy, c'était pas un des meilleurs matchs, mais quand même, c'était bien. Puis les deux étaient quand même plus vieux. Là, ils sont quand même un peu prime dans le meilleur de leur carrière, là, les Usos, en ce moment. Et ils ont sorti un match, je sais pas si c'est le stress ou tout ça, ou le temps peut-être qu'on leur a donné, mais ils n'ont plus rien faire. Lil Wayne était là. Manque de cohésion, manque de chimie, manque de timing. C'était pas... C'est ça, c'était décevant. C'était décevant. Puis l'espèce de spot dans le milieu qu'on voit souvent, mais que là, c'est sûr que tu crois pas. L'histoire a été construite comme ça depuis tellement longtemps, de genre Jimmy qui est comme non, frappe-moi pas, puis que Jay fait parfait, je redeviens ton frère. Pour se faire trahir, hyper prévisible. Puis que je suis comme, je comprends même pas comment le In Kayfabe, le personnage de Jay, il croit. Il croyait que son frère, oui, c'est ça.
sais, il n'y a pas eu de hint, il n'y a pas eu d'allusion à peut-être que Jimmy a encore du bon en lui. Non. Tu sais, si tu fais ça, construis-le dans le match différemment, ou amène peut-être le père, Rikishi, ou quelque chose qui va justifier un changement d'attitude. On n'a même pas vu Rikishi, il était même pas là, on l'a même pas vu à l'écran. Fait que les gens qui ont dit que oui, on allait le voir à l'écran dans le formulaire, mais on l'a pas vu. Fait que vous avez pas il était pas là, malheureusement. Moi, la seule chose de positif ou de bon qui est sorti de ça, c'est le commentaire de Pat McAfee qui dit « Oh no, I thought the Usos were back » après le bluff de Jimmy. Ça m'a fait beaucoup rire. Lui, il croyait, il était là. Ça m'a fait rire. Sinon, des super kicks, puis c'est tout. C'est pas grand. Ouais, c'était un match qui ne passera malheureusement pas à l'histoire comme celui des deux Hart. Jey Uso qui sort gagnant quand même. Ouais, 76% des gens avaient Jey Uso gagnant. Fait que bien répondu. Pas d'intervention. On n'a pas vu. Pas d'intervention, quand même un peu surprenant. On n'a pas vu solo de la carte. On n'a pas vu solo du tout. Quand même. Non, pas vu solo, pas vu rien. Puis un court match de 11 minutes. Fait que c'est ça, vous avez le tour de ce match-là. Il n'y a rien d'autre à dire. Fait que, on enchaîne avec un meilleur match. Un meilleur match, je veux juste dire que moi, à ce point-ci, pendant la carte, là, je l'écoutais pas live. Fait que j'étais capable de skipper quand même ce que je voulais pas voir, donc les résumés. Mais la calice de tune de Weeknd, Gasoline, là, revenez-en. C'était bon 8 fois, là, 48 là, un moment donné. On le sait, là, c'est correct. Là, comme jouer à notre tune. Puis toi, à un moment donné, t'es cher, fait qu'il en mettre beaucoup, là, j'imagine. C'est ça. Puis toi, t'es pas un fan à la base de Weeknd, plus un gars de semaine, tout. Moi, j'ai vu la semaine, exactement. Le week-end. Non, avoir du fun, c'est non. Faut travailler. Prochain match. Un match que j'ai trouvé un match C+. Je veux dire C+. Pour l'entrée A+, surtout du côté des filles de Belair, Cargill et Naomi. Le Big Tree, de ce que j'ai compris. Ouais, il s'appelle ça. J'ai compris ça. Il s'appelle le Big Tree. Okay, je sais pas si ça va se poursuivre après Mania, mais ils sont donné un nom. J'aime ça. Puis il y a quelqu'un qui va trahir quelqu'un là-dedans, puis après ça, ils vont partir en fuse. Donc, non, je le prends. Est-ce que tu as été capable de nommer, de souligner c'était quoi les costumes qu'il y avait? Assurément, Jade Cargill était le mieux réussi en Storm. Oui. Ça. Écœurant. Vous voyez les deux images, l'une à côté de l'autre, de Storm et de Jade Cargill. Ensuite, on avait Bianca Belair qui était en Cyclope. Ouais. Fait que là, ça marchait. Deux X-Men, des super-héros. Mm-hmm. Et là, il y a une roue qui a débarqué. Il y a quelqu'un qui pense qu'il connaît les super-héros et les trucs. Mais pour le costume de Naomi, on y était avec Kang Lo, qui est comme le gars qui lance l'électricité dans Mortal Kombat. Ouais. Fait que là, on est même pas dans Marvel, on est ailleurs, mais bon, ça a été le costume. Je sais pas si c'est parce qu'elle voulait absolument avoir un chapeau, puis là, c'était un des personnages de jeux vidéo qui a un chapeau. Ouais. Mais clairement, Cyclope Storm, ça fonctionne. La personne de Mortal Kombat, un petit peu moins. Fait que, ouais, c'est ça. C'était... Mais bravo pour Storm. Storm était très réussi, puis j'étais comme... Elle pourrait, il faut être actrice aussi là, dans la vie, là, mais visuellement, elle pourrait très bien faire une belle Storm Jade Cargill. Ah oui, c'est bon accord. Parce que c'est musclé et à look. Charisme, puis pour les geeks là, de X-Men, Storm, c'est elle est niveau 5, là, qui est les plus fortes, le gène des mutants X-Men est au plus fort quand t'es niveau 5, puis elle est là, fait que c'est dans les plus fortes. Ouais, puis il y a elle, il y a Magneto, il y a Charles Xavier, puis Jean Grey, qui le sait pas, là, mais qui est aussi niveau 5 dans les gènes. Et là, clairement, on n'a pas des fans on n'a pas des geeks de Marvel ou de bande dessinée parce que c'était une bonne manière. Hein, on envoyait souvent l'espèce de pub de Météo Média dans le coin pour nous dire qu'il faisait fret. Et là, vous aviez tout. Vous aviez un personnage de Storm qui aurait pu dire ça doit être elle qui l'a fait. Elle qui a apporté le temps fret pour essayer de briser. Pour avantager son équipe. Damage Control, ben oui. Mais non, pas assez de référents. Le geek, du côté de la table des commentateurs. Je pense qu'il était même pas certain des noms des personnes avec qui représentaient, mais bon. Fait que des gros spots quand même. On a commencé rapidement avec un Kerry Singh qui fait un elbow drop à l'extérieur sur Naomi. Très bien fait. Quand ça part de même, t'es comme, ça sera pas long. Ouais. On part avec un finisher à l'extérieur. Et même si le match c'est pas long, ils ont quand même réussi à manquer un spot, le spot de Mist d'Asuka. La caméra l'a comme pas pogné. Là, comme... Mais non.
Même si le match n'était pas long. On filmait dans le dos, on n'a pas vu la miss. Heureusement, il y avait une autre caméra de l'autre bord. Oui, ils l'ont montré en reprise par après, mais ça reste que ils l'ont manqué. Le momentum de fin de match, on a comme pas on l'a compris, mais on l'a pas vu qu'il y avait eu un miss raté de Asuka. Mais les gens qui devaient bien paraître ont bien paru. Bianca qui a fait son whip. Moi, je me pose la question. Le bruit du whip, là, du fouet, des cheveux à Bianca, c'est-tu sur une track puis ils l'ont timé ou ça fait vraiment ce son-là? Moi, je pense que ça fait vraiment ce son-là parce qu'ils sont pas très bons pour timer des affaires d'habitude. Surtout pas live. Ils sont bons pour des vidéos package puis d'en remettre un. Mais live. Il sonne encore lisse. Il sonne. Non, mais ça sonne tout le temps. Puis à l'époque de NXT, c'était une petite arena, ça sonnait. Ça sonnait fort quand elle le faisait, là. Puis c'est pour ça qu'elle le fait plus. Elle le fait plus souvent, à part dans des gros matchs de pay-per-view, parce que ça fait mal aussi. Ben oui. Quand t'en fais 2-3. Il y a 2 ans, Sasha Banks qui était assez ouvert dans le ventre parce que Simonac, elle l'avait whippé, là. Ouais. Fait que. Bref, en tout cas, ça sonne, puis j'aime qu'on le sorte une fois de temps en temps. Puis dans ce match-là, ben, ça fonctionnait. Que ça sorte. Puis encore une fois, c'est une genre de vitrine pour pousser Jade Cargill. Ouais. Puis ça a été très bien fait. C'est elle qui a eu le pin sur Dakota Kai. Ouais. Yes, j'ai mis mes points là-dessus. Puis super beauté, c'est quoi, c'est le Glam Slam qu'elle fait. Elle le fait très bien. Ben, s'il y en a une qui peut reprendre le mouvement de Beth Phoenix, je pense que oui. Jade a la force de le faire à tout le monde sur la carte. J'aimerais peut-être un jour voir peut-être même le faire sur Piper Niven. Je pense qu'elle serait assez forte pour le faire sur Piper Niven. Je pense que oui. Et les pins de Jade, j'aime pas ça. C'est quand même des beaux pins qui look avec l'espèce de... tu sais, il y avait Taker avec ses 2 mains sur quelqu'un. Mais moi, d'après moi, cette pin signature-là, ça look pour Jade Cargill. Je pense que oui. Elle le faisait à All Elite. Avant, elle l'a gardé. Fait que j'aime ça. Fait que c'est ça ressemble à ça. Et on enchaîne. Au niveau des points, tout le monde avait pas mal. 88% avait la bonne réponse pour les gagnants. Même chose pour Jade qui gagne. 82. Dakota Kai, 58 qui se faisait piner. Fait que ça a été bien réussi. Au niveau du questionnaire. Et on enchaîne avec mon match préféré la première soirée. Et c'est Gunther, champion, contre Sami Zayn. Que je vais vous faire une analyse un peu plus approfondie de tout ça. Tout d'abord, on commence avec... on commence backstage avec une histoire qui commence à être racontée. Fait qu'on a tout d'abord Sami Zayn et sa femme et son fils qui sont là. Et là, on était... Quand tu fais du live avec des enfants, t'es sans filet. Parce qu'un enfant, il comprend pas tout le temps qu'est-ce que... Là, ça tourne, fait qu'il peut aller partir à courir, décider d'aller puncher d'un couille le caméraman. Et là, ça s'est bien passé. Fait que le jeune fils de Sami a bien été à la caméra. Il était pas full focus, mais il était quand même là. Puis il a compris son rôle, il a bien fait. Fait que puis tout ça, c'est ça, tout ça se fait en one take en live. Fait que ça aurait pu moins bien virer que ça, mais clairement, il y avait confiance, puis c'est pour ça qu'ils l'ont mis dans ce rôle-là. Sami dit quand même à son fils, à sa femme qui veut pas que son fils soit ringside pour voir le match. Il sait que ça va être violent comme match. C'est ça. Et là, la caméra s'éloigne, on suit Sami. Et j'aimais ça, dans le background, tu voyais son fils qui, genre, se faisait gérer par d'autres gens, mais qui tenait des coups un peu partout. Que Sami, plus tard, a fait aussi. Il y a comme... Sami, quand il montait, il a comme donné des coups partout là, sur une boîte, puis sur des boîtes quand il montait. J'ai pas remarqué. J'étais comme, son fils, la pomme tombe pas loin de l'arbre. Ben oui. Ça me fait rire, ça. Le deuxième arrêt a été Gable. Gable, qui fait son speech. On plante des graines. On plante des graines, effectivement, mais il fait son speech, puis il dit, là, tu vas gagner, lâche pas, nana. Je sais pas si vous avez remarqué, en arrière de cette interaction-là, on avait la Paul Lévesque mobile dans le background. Pas de photo, un petit carte de golf écrit Paul Lévesque avec une feuille dessus. Fait que on peut imaginer Triple H se promener comme ça, en carte de golf en arrière. Monte ensuite vers la Gorilla Position, et c'est là qu'il frappe ses objets. Attention, là, moi j'avais un peu peur parce qu'on se souvient, lorsque Sami est arrivé pour la première fois à Montréal, il s'énerve, il peut se disloquer les épaules. Il était énervé, il s'est disloqué une épaule. Là, j'étais comme calme-toi, là, Sami. Pas le temps de te blesser avant le main event. Heureusement, ça s'est pas arrivé, mais en tout cas, on espère que ça ne doit pas arriver. Il s'est blessé, mais ça n'a pas paru durant le match si c'était le cas.
Et là, juste avant de traverser le rideau, qui l'attend? Son meilleur ami de toujours, Kevin Owens. Les deux Québécois qui se regardent et qui se prennent dans leurs bras. Un petit pep talk. Un petit pep talk de Kevin qui est comme let's go West. Va la chercher la ceinture. Et on suit Sami qui rentre avec sa chanson. Il est over. J'ai bien aimé ça, cette séquence-là, parce que c'était un peu de l'histoire qui était racontée à travers. Tu sais, on a raconté l'histoire sans avoir besoin de Michael Cole qui fait un rappel des dernières semaines ou de toute l'histoire. On l'a raconté clairement en 1 minute à peu près. Fait que c'était super bon. Ensuite, on a une entrée de Gunther. Rien de spécial dans son entrée, sauf qu'on voit des fans en Allemagne pendant son entrée. Ouais. Et là, Il est pas allemand, c'est-tu? Ben, en tout cas, il était aimé en Allemagne, mais là, je tenais à m'excuser aux gens du Québec parce que c'était moi qui étais le responsable de filmer la take de Sami à Montréal. C'était moi dans mon salon avec mon cellulaire. Là, j'ai oublié de l'allumer, fait que là, le live feed n'est pas arrivé. Mais ça aurait été Montreal in the salon des sommeliers qui aurait été à l'écran. J'ai manqué ma chance, fait qu'on s'excuse pour ça. Ça, en début de match, Sami qui est fébrile. Gunther, lui, il est confiant. Fait que c'est vraiment le côté. On vend l'histoire de Sami a peur un peu. Il n'est pas confiant en ses moyens. Puis Gunther, lui, qui est full confiant. Qui est même amusé, je dirais, de voir Sami essayer d'y croire. Bon début de match. Pas trop long, mais quand même technique. On installe aussi rapidement Gunther qui essaie de faire un Atemi dans le coin. Et que là, Sami se protège ou a peur. Et là, Gunther rit un peu de ça. Vous voyez, il a peur de moi. Et là, tout de suite, Sami reprend le dessus. Et se met lui-même à faire des atémies. C'est ça. Et j'aime ce que ça bâtit. On montre que Sami est encore craintif, mais qu'il va comme passer par-dessus ça éventuellement. Règle générale, c'était... souvent, on va analyser des matchs pour le côté technique, des mouvements, tout ça. Ce match-là, c'est pas ça. Ce match-là, c'est un des meilleurs matchs côté storytelling. Si vous êtes un fan de genre, les matchs de Triple H, les matchs de... C'était très ça. C'était l'histoire qui était racontée, parce qu'au niveau des mouvements, il y en a peut-être eu 4-5 qui étaient juste mis dans un ordre différent dans ce match-là, mais qui étaient bien amenés à des bons moments. Et c'est justement ça. Le chop, la peur, c'est une manière de raconter l'histoire. Il se ressaisit, commence lui à faire des chops plusieurs reprises. Gunther essaie de répliquer, essaie de lui aussi de faire des chops, mais là, Sami est trop agile, les évite, arrête pas de les éviter. Mais finalement, Sami va dans les cordes, tente un mouvement, se fait attraper par Gunther, qui fait un German suplex. C'est peut-être pour ça qu'il y avait des gens de l'Allemagne. Parce qu'ils savaient qu'il allait faire un German suplex. C'est ça. Un magnifique German suplex. On voit en ce moment. C'est super beau. Ensuite, il y a eu un changement de momentum à partir de ce moment-là, de ce German suplex-là. Fait que ça se met à se faire malmener. Des gros big boots d'en face. Des gros chops. Les premiers gros chops de Gunther sur le chest. Des atémies. Sami tombe après chaque atémie. Fait qu'il en reçoit une, tombe à terre. Se relève. C'est très Rocky, là. Se relève. En reçoit un autre, tombe à terre. Se relève. Puis, dans la vie, c'est ça qu'on veut raconter dans ce soir-là. C'est pas combien de fois tu tombes qu'on compte, mais c'est combien de fois tu te relèves dans la vie. Fait qu'un peu comme à la Paul Heyman, il a sûrement écouté le discours de la veille, Wall of Fame, il s'est dit, moi, faut que je revienne tout le temps. Fait que combien de fois tu te relèves? Là, un moment donné, Gunther est tanné, il pogne Sami, il le met dans le coin, il le met comme c'est une belle planche là, dans le coin du ring. Des atémies de main. Bang! Bang! Tain! Va, il met la botte d'en face, une espèce de... Il manque de respect, là, dans le fond. Là. Il est pas Sami qui il est tout pris, tout magané déjà. Il est mort à terre. Là, Gunther, il prend la pause, il rit un peu, se met à regarder la femme de Sami qui est première rangée. Et il jase, puis il dit je vais le détruire, ton mari, tout ça. Et là, tu vois... Bravo pour le acting, pour le en tout cas. Peut-être que c'est pas si loin à acter là, quand tu vois ton mari se faire des trucs comme ça. Ça reste pas de la réalité. Là. Mais tu la sens inquiète, tu la sens genre apeurée, attristée. Fait qu'elle a comme la même gimmick que Sami, un peu, mais elle joue bien aussi, puis ça aide à élever l'histoire de ce match-là. Puis, en même temps, ça rappelle l'histoire à Montréal. Parce qu'on avait également la femme de Sami qui était première rangée. Fait que c'est comme tu sais, on raconte l'arc général de la dernière année de Sami à travers cette manière-là d'amener le match de encore sa femme qui est inquiète, qui a peur, et que tu vois Sami qui se fait détruire comme il s'est fait détruire par Roman Reigns. Fait que c'est un rappel de tout ça, super bien fait au niveau du storytelling. Cependant, un peu comme toujours, Sami sort de nulle part, une grosse corde à linge à Gunther. Il reprend le dessus,
mais pas longtemps. Ça suffit pas. Gunther reprend, il poursuit, il donne des coups de chop. Mais là, ça motive Sami qui revient un peu à la Rocky. Il se met à donner plein de coups de poing, une combinaison de coups de poing au corps. Il fait même un espèce de suplex à FNF. Boum, en fait une. Il leur pogne dans le coin. Un deuxième. Deux suplex à FNF. Mais Gunther, il compte avec une autre grosse corde à linge. Tente le pin pour la première fois. 1, 2, non. Pas encore de suite. Gunther continue sa domination. Mais là, Zayn, comme il fait si bien, il sort encore de nulle part une espèce de tornado DDT, avec une tornade DDT, pour nous redonner espoir au public. Ça va. Là, il est un peu surpris, là, Gunther, et il essaie de rechecker. Ok, c'est bon, je vais aller me relever dans le coin du ring. Qu'est-ce que Sami fait pas? Il s'en va dans l'autre coin. Il commence à se préparer pour faire un elbow kick. On y croit. Let's go, Sami, vas-y. Part à courir, mais non, il se fait prendre dans une prise du sommeil par Gunther. Très bien. Et là, c'est très bien fait. Puis là, toute cette séquence-là de prise du sommeil, t'as Sami qui essaie de se rendre à la corde. Gunther qui le retient. Puis juste avant qu'il se rende, il leur pitch en German suplex. C'était super bien fait, encore une fois. Sami est mort à terre. La foule essaie de l'encourager, un peu découragé. On voit les images de sa femme. Puis là, sorti encore de nulle part, pendant que Gunther essaie de le frapper, il sort un suplex dans le coin sur le turnbuckle. On a jasé celle de Rhea Ripley à mieux fonctionner, si on veut, dans le même style de mouvement. Mais ça y redonne un petit peu de edge. Fait que tente une deuxième fois une autre tentative de Helluva Kick. Elle retourne dans l'autre coin, elle ressent courir, mais là, ce coup-là, il se fait contrer, mais par un dropkick, un magnifique dropkick, super haut. Regardez la hauteur de Gunther, là. Il saute, il fait tout. Il est tellement bon, Gunther, là, dans le ring. Et là, il se fait contrer. Là, Gunther, il est fâché. Il est comme là, c'est pas vrai. Là. Tu vas tout le temps m'avoir avec un coup un peu sorti de nulle part. Là. Un genre de sucker punch. Là, puis je vais perdre comme ça. Fait qu'il se met à faire des powerbombs. Fait un powerbomb, un gros pin. Ça rentre les powerbombs. Puis les pins qui suivent les powerbombs, qui sont un peu genre sa marque de commerce, là, Gunther. 1, 2, non. Pas encore. Là, la foule, elle encourage Sami. Un peu classique. Là, Gunther, il met Sami dans le coin. Et là, c'était un peu pour rire du Helluva Kick, mais Gunther se met à courir et fait un big boot dans le coin, qui est un peu un Helluva Kick, si on veut, mais qui suit moins. Et là, Sami fait son classique, Sami mort, qui tombe dans les bras de son adversaire. Il est plus là. Gunther, pendant qu'il a Sami dans ses bras, parle à sa femme. Encore du bon storytelling. Je vois, check ton mari, qu'est-ce qu'il a l'air, il a rien de rien. Il se retourne dans le coin, il veut faire un deuxième big boot pour encore se moquer du Helluva Kick de Sami. Mais là, pendant qu'il retourne, Sami il revient de nulle part, puis il part à courir, puis il en fait un. Il en fait un Helluva Kick. C'est de surprise. Là, t'es comme, si tu là, ça se passe, tu là, 1, 2, non. Kick out de Gunther au Helluva Kick. J'y ai cru. Ben, pour vrai, la séquence, ça pouvait. Puis c'était un peu un sorti de nulle part. T'es comme ça. C'est ça. Il va perdre. Puis là, on installe vraiment le match comme ça. Sami n'aura pas d'offensive tant que ça. Il va juste avoir une chance. C'est la même construction que Roman Reigns. C'est la même chose avec Roman Reigns. Et c'est ce que les commentateurs, si vous écoutez, les commentateurs, c'est un peu ce qui explique aussi à ce moment-là, pendant le match, qu'ils font comme Sami Zayn va avoir besoin d'une ouverture à un moment donné. Il va pas gagner avec la force, il va gagner avec le timing et il va attendre que Gunther se fatigue un peu, puis il faut que Sami ou perdre le focus. Exactement, il reste focusé puis il aille avec son cardio. Petite parenthèse sur le boot de 3 des meilleurs commentateurs, je pense. Cole, Graves et Pat McAfee, un trio qui fonctionne ensemble. Pour des pay-per-views, j'ai l'impression, je sais pas à quel point de semaine en semaine ça pourrait fonctionner les trois ensemble, mais ils ont chacun leur rôle, ils connaissent bien leur rôle, puis quand Graves et McAfee se mettent à picosser sur Cole, c'est drôle. Asti que c'est drôle, ils sont innocents, puis j'ai l'impression que Pat McAfee, son plus gros fan, c'est de faire décrocher les deux autres, puis il réussit à quelques fois tout au long du pay-per-view. Si jamais il se passe rien pendant le match, puis il n'y a pas plus de commentaires parce que les 3 gars sont crampés, puis ils essaient juste de pogner le dessus. Fait que, vu qu'on est là, la petite parenthèse, le gros props aux commentaires qui étaient excellents vraiment tout le long. Exact. Oui, donc, qui accompagne bien aussi ce match-là. Explique très bien tout le long tout ce qui se passe, puis justement, à ce moment-là, ils se mettent à focusser exactement sur ce que tu as dit. Il faut que Sami trouve l'ouverture. Exactement. Puis là, s'il veut gagner.
Exact. Puis là, suite au compte, il se fait, bon, qu'est-ce que je fais? Faut que j'en essaye un deuxième. Fait Ben qu'il oui. retourne dans le coin. Ben oui. Il repart à courir, mais là, ce coup-là, Gunther, il s'en attend. Ouais. Il ne réussit pas. Il le frappe avec une grosse corde à linge. Aïe, aïe, aïe. Que Sami revole, ça n'a pas de bon sens. S'ensuit, encore une fois, une succession. Là, il fera pas juste un powerbomb, il va avoir une succession de powerbombs. Pogne Sami, powerbomb. Enlève Sami, un autre powerbomb. Tiens, mon gars. 1, 2, non! Pas encore. Sami kick out à la Sami. La foule est en délire. Mm-hmm. On y croit. On veut que Sami gagne. Gunther, il dit à sa femme, à la femme de Sami, c'est terminé. Là, j'arrête de niaiser. Là. On a eu du fun. C'est là que ça se termine. Commence le chop party, l'Atemi party. Let's go. Sans paix. Là, Sami, à chaque fois qu'il reçoit une, il est plus détruit de la veille. Mais là, la foule commence à chanter olé, 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 pendant qu'il se fait détruire à coups de chop d'en face. Et là, beau acting, beau, en tout cas, Gunther, il est intelligent là, dans sa manière de jouer. Ouais. Parce que, au lieu de comme ignorer ce qui se fait, il écoute genre la foule, il fait des petits regards, puis il se fâche, il se frustre. Ouais. Et là, son intensité de ses chops sont plus intenses à cause que la foule réagit. Fait que ça et tout, là, super bon au niveau du storytelling. Il devient plus violent dans les coups qu'il fait. On repogne Sami en powerbomb, en fait une autre. Monte sa troisième, regarde, donne un petit coup d'œil à la femme de Sami, se lance en splash, remonte en haut, refait un deuxième, rejase à la femme à Sami, je vais le détruire. Puis là, c'était comme un peu pour montrer le côté, vous me faites chier, mais l'espèce de, la femme de Sami représente la foule en entier, de comme la colère, la frustration que Gunther a, que les gens continuent d'encourager Sami alors que c'est lui qui domine le match depuis le début. Cependant, lorsqu'il remonte pour faire son troisième splash, Sami, il se hold cup. Sur le ring, je sais pas trop, là, la foule se met à capoter. Un genre de il remonte et là, comme genre pogner l'énergie, puis il frappe, exact. Puis partout. Puis pendant ce temps-là, t'as Gunther qui parle à la fin, fait qu'il voit pas trop, il est pas trop conscient de ce qui se passe. Fait que quand il remonte sa troisième pour faire, t'as Sami qui arrive avec un Uluva kick sorti de nulle part, de la 3. S'ensuit, et là, j'ai aimé ce clin d'œil-là. On en a un peu jasé plus tôt, mais je sais pas s'ils sont amis. Je sais pas. Ils sont jamais croisés, en tout cas, dans les fédérations. J'ai jamais vu de match, un compteur, à moins que je me trompe. Il me semble qu'il n'y a jamais eu d'affrontement, un compteur. Mais il y a une espèce de... La première fois qu'on voit un move de El Generico qui est fait à la WWE, qui est le Brain Buster. Brain Buster! Qu'on criait lorsque El Generico le faisait. Et, sur la troisième. Et là, Sami sort ça je sais pas trop, des annales, des vieux mouvements qu'on voit jamais de la lutte. Sort ça. Je sais pas si c'est un hommage à El Generico ou quoi que ce soit. Mais il décide qu'il sort le Brain Buster de la 3. Mm-hmm. Ça surprend tout le monde. On adore ça, cette espèce de petit clin d'œil-là qui est fait, qui était un finisher dévastateur de El Generico qui a gagné beaucoup de matchs comme ça. Fait que là, t'es comme, c'est ça que ça va prendre, un finisher qu'on n'a pas vu depuis 10-12 ans pour battre Gunther. Non. Il dit non, c'est pas assez. Fait que là, Gunther, tu fais un brainbuster, t'as un peu une commotion cérébrale. Là, Gunther, il s'en retourne dans le coin. Pendant qu'il s'en retourne dans le coin, il prépare un Uluva kick, Sami, part à courir, un premier Uluva kick, retourne dans l'autre coin, un autre Uluva kick, fait 3 Uluva kicks de suite, un brainbuster, c'est-tu là. Il tombe, Gunther tombe à terre, et Sami, il n'a plus d'énergie, il tombe épuisé, il a juste la force de mettre son bras par-dessus l'épaule. Ça va-tu être assez? 1, 2, 3. Gunther perd sa ceinture, son règne de plus de 666 jours. Je sais pas si on va l'utiliser. Plus long règne moderne de cette ceinture-là. Plus long règne ever, même, de cette ceinture-là. Un beau match, une belle histoire racontée. Sami qui capote, la foule qui capote. L'espèce de victoire qu'on aurait aimé avoir à Montréal contre Roman Reigns. Mais là, achetez vos billets là, parce que Montréal, Raw s'en vient dans une semaine. Une semaine, jour pour jour. Fait qu'achetez vos billets parce que d'après moi, ça va être un gros party pour célébrer ça. Ça va être le fun, ça. Et là, tu vois, moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait on dirait que ça a changé ma prédiction, mais là, je peux plus la changer. Le formulaire, il est terminé. Mais là, je suis comme... J'espère que Kevin Owens va gagner. Parce que nous, on l'a pas vu encore. Vous le savez. Nous, on le sait pas. J'espère qu'il va gagner pour qu'on ait les deux Québécois champions.
On a les 2 Québécois champions à Montréal. Mais bon. Montréal on va voir. Mais c'est ça, ça va être l'espèce d'euphorie qu'on n'a pas eu la chance d'avoir la dernière fois lors du pay-per-view, qui vont nous donner un an et quelques plus tard. Fait que, en tout cas, on dirait que la manière dont ça s'est construit, je suis comme, ça serait bon d'avoir les 2. Au lieu que, on les a pas vus avec des ceintures lorsqu'ils sont venus à Montréal. Ouais. Fait que des ravoirs un an plus tard. En même temps, là, les 2, ça commence, là, le Raw du whatever, 14, 15, je pense que c'est le 15 avril. Ah là là. Fait que là, on dirait que je suis là dans ma tête. Là, vous le savez, si Kevin a gagné aussi ou non. Nous, on le sait pas encore. Mais bref, je trouve que ça serait un bon moment. Fait qu'achetez vos billets pour eux, parce que je pense que dans tous les cas, Sami risque de garder sa ceinture d'ici une semaine. Fait que ça risque d'être un gros party, puis on va pouvoir y redonner l'amour qu'on y a déjà donné il y a un an. Mais là, avoir une célébration avec une ceinture. Ouais. Fait que bref, excellent match. Allez le voir. Mon match de la carte, mon match de la soirée. Ouais. Puis c'est un classique je trouve que ce que la All Elite Wrestling nous donne pas assez souvent. Un genre de match construit, basic sur l'émotion, sur l'histoire qui est racontée à travers le match. Ouais. Ça n'a pas besoin d'avoir des mouvements de fou. C'est le fun quand t'en as, c'est le fun. Mais si la All Elite était capable de mixer le côté impressionnant d'un Will Ospreay, puis de mettre ça avec une bonne histoire racontée comme ça au niveau du booking. Les 2 personnes présentement qui nous donnaient ça le mieux à All Elite, c'est MJF et Adam Cole. Et MJF contre CM Punk a été une des meilleures rivalités qu'il y a eu, à cause qu'ils ont tous amené le côté histoire racontée à travers leur rivalité. Puis MJF, effectivement, est celui qui amenait le plus souvent ce genre d'ingrédients-là que je trouve qui manque souvent au match de la All Elite Wrestling. Souvent, c'est juste des spots fesses. Exact. Fait que des fois, c'est une manière de s'accrocher au personnage. Puis Sami, qui a même été, lors de la conférence de presse, il y en a plusieurs journalistes qui ont demandé si ça ne devient pas le nouveau Shawn Michaels de notre ère. Parce que Sami, c'est ce que le journaliste disait, il trouve que Sami, lors des gros événements, lorsqu'il y a un point central, focus, il sort des gros matchs de fou au niveau storytelling. Et t'as Triple H qui a répondu en disant, effectivement, tu sais, Shawn, on se souvient des mouvements qu'il faisait. Ouais. Mais la plus grande force de Shawn Michaels, c'est l'émotion une blessure. C'était de vendre, c'était le côté, tu y croyais, t'embarquais dans son train, il t'amenait, il te racontait une histoire. Et c'est ce que Sami fait. Fait que, tu sais, j'irais pas jusqu'à dire qu'il est au niveau de Shawn Michaels, évidemment. Mais il y a quelque chose, je comprends le... Mais il y a un charisme que t'as le goût qui gagne. Mm-hmm. Puis tout le monde, moi je l'écoutais pas assez assidûment, mais lorsque Shawn Michaels a gagné sa première ceinture, c'est en 96, il y a plein de monde que c'est leur plus beau moment, puis que Shawn Michaels est devenu leur lutteur préféré à ce moment-là, parce que c'était comme l'accomplissement de tout ça. Puis on peut un peu retrouver le parallèle en ce moment avec Sami Zayn. On y croit. Tu sais, il n'a pas encore gagné une grosse ceinture. Va-t-il en gagner une un jour? Je sais pas. Peut-être pas non plus, mais tu sais. Mais si un jour ça l'arrive, ça va être le même feeling qu'on va avoir d'accomplissement. Il a quand même gagné l'intercontinental, qui est souvent une des c'est la ceinture, je pense, une des ceintures les plus respectées. Ouais. Surtout dans ce règne-là avec Gunther. C'est... Absolument. À WrestleMania. Fait que c'est une belle tape dans le dos là, pour Sami. Fait que, très cool. Puis ça nous apporte à un match complètement... On est complètement ailleurs. Après tout ça, on s'en va vers le main event, qui est le Bloodline, The Rock et Roman Reigns contre Cody Rhodes et Seth freaking Rollins dans un match d'équipe. Entrée assez simple pour tout le monde, à part Rock, comme on l'a dit, là, un logo en feu. De buffle en feu. Très le fun. Ça va être comme 45 minutes d'entrée, là, juste parce que ça finit plus de finir. Mais c'est le fun. Je l'ai écouté au complet. Maman Road qui est sur le côté du ring avec Beau Papa Rhodes aussi qui est là. Cody qui donne la ceinture. Un peu, je sais pas si c'est un 10 à Rock à ce moment-là, faire comme check, je donne ma ceinture, puis ça va être ça. Début de match assez classique. C'est très lent. Lent, là. Il y a eu un 4 minutes, 5 minutes de se regarder. De qui va commencer le match. Puis les deux qui commencent le match se regardent aussi un autre 2-3 minutes. On a compris, la gang. Là. C'est beau, vous aimiez vous regarder là, comme un mané.
Puis il y a peut-être Pierre-Paul qui peut nous en parler c'était quoi le feeling Oui, c'est ça. à ce moment-là que lui est un de nos fidèles auditeurs qui est à WrestleMania en ce moment. Mais j'ai l'impression, puis ça c'est quand t'es dans un gros stade, t'as moins les chants sont plus difficiles à faire parce que c'est pas tout le monde qui est sur le même niveau que dans une arena où t'entends tout le monde en même temps. Là, le son, il est décalé. Fait que c'est tough de se partir un chant si t'as pas une track musicale qui suit, parce que dès que quelqu'un en part un, c'est pour ça que ça va plus être à WrestleMania des chants qui sont connus déjà d'avance parce que tout le monde a la musicalité, mais des nouveaux chants, tout ça. Là, j'ai l'impression que dans ce moment-là, on voulait recréer un peu ce qui s'est passé avec Sami Zayn ou une espèce d'ambiance de foule qui fait qui raconte l'histoire. Sauf qu'on réussissait pas à avoir un chant clair de Rocky Sox ou Cody ou peu importe qu'est-ce que c'était. Fait que là, c'était juste du monde qui se regardait avec des chants à moitié. Comme la toune. Tu diras, Pierre-Paul, qu'est-ce que t'en as pensé de ça? Ben, dis-nous l'ambiance, que ça ressemblait à quoi. Puis, à la télé, c'est quelque chose, mais live, ça doit en être un autre. Même qu'à un moment donné, la chanson de Rollins, tout le monde essaie de. Il a fait comme. La foule chantait-les, ça sonnait comme des huées. Tellement tout le monde la chantait de façon différente à différentes places. Ou la partait à mauvaise place, fait que c'est ça. Exactement. Le match, c'est ça, un début de match. Moi, je le divise le match là, en tiers. Donc, il y a le début qui est lent, qui est long. Après ça, on va aller jouer dans la foule un peu, que ça reste un peu entre la fin du premier tiers et le début du deuxième tiers. On va jouer dans la foule. Et j'ai vraiment... Il y a un détail, par contre, qu'il faut nommer, que j'ai vraiment aimé et qui va teinter tout le reste du match. C'est Rock qui, quand on va commencer à aller jouer dans la foule, l'arbitre qui commence à faire un décompte de 10. Ce qui est la chose à faire, qu'il y a zéro arbitre qui fait jamais aucun arbitre va faire, surtout à la All Elite. Mais l'arbitre, là, lui, il a des convictions, puis il est comme, parfait, je vais compter, vous en allez en dehors du ring. Moyen, finalement, les convictions. Moyen, finalement, parce que Rock a fait comme, hey, moi, je suis ton boss, pas Chris. Si tu nous count out, si tu comptes, je t'ai renvoyé. Puis l'arbitre fait comme, ben, ok, ça me tente pas de prendre ma job, moi, je vais continuer à travailler ici pour ce beau monde-là. Fait que ça a teinté tout le long, l'arbitre qui regarde, qui ferme les yeux sur des mauvais coups, puis qui Rock continue aussi à le menacer à un moment donné, même qu'il s'en allait, il donnait un coup de poing à l'arbitre, fait comme slack. Puis moi ça, j'espère que ça va rester comme un nouveau pouvoir de The Rock. Oui. Parce que là, la manière que c'est amené, c'est très organique, que c'est le boss. C'est intelligent. Il est puis sur le bord. Puis à l'âge qui est rendu, ça lui permet de peut-être faire de la lutte plus safe aussi. Oui. Oui, d'avoir que son pouvoir, c'est que je contrôle l'arbitre. Ouais. C'est pas juste que je fais des bombes, c'est moi je peux la contrôler, puis c'est le seul lutteur que ce move-là dans son répertoire. Mais c'est très fluide avec mes notes parce que Rock, c'est ce que j'ai marqué, il a de l'air en forme. Ouais, il a de l'air en forme pour vrai, il a de l'air en shape. Très en forme. On sent ou on le voit ou on le ressent qu'il est pas capable de suivre autant. Il n'y a pas le in-ring shape des trois autres qui font ça à l'année. Mais il est capable de suivre. Mais on s'entend, Rock n'a jamais été le lutteur de lutte. Là. Il a toujours été juste le gars de charisme qui est capable de faire les mêmes 4 moves. Puis je pense que c'est ce qu'on voit, puis c'est ce qu'on ressent, puis c'est ce qu'il nous vend. T'sais, il nous vend pas du rêve. Là. Il est là, il est capable de faire ça, il va faire ça. Fait que je trouve que c'est très, très humble de sa part d'être capable de nous donner ce qu'il est capable de faire. On s'en va, c'est ça, donc dans la foule. C'est le fun, c'est sympathique. Ils sont dans la foule. Ensuite, Roman et Rock visent le genou de Seth Rollins qui était blessé, qui s'est fait opérer. Donc, sa blessure qu'il y avait il y a quelques semaines. D'après moi, ça va jouer là, pour son match de dimanche. Spéculation. Vous le savez quand vous écoutez cet épisode-là, ce qui s'est passé avec son genou. Est-ce que. Et c'est ce qui a permis à McIntyre de gagner, sûrement. Le deuxième tiers, l'intensité monte d'un cran quand même. Les moves sont plus gros. On sent qu'il y a quelque chose qui s'installe. On s'en va vers le climax du match. Fait que ça commence à être le fun à écouter. Même qu'il y a un mané pendant le début du match. C'est quand même, moi, je suis tanné d'écouter ce match-là. C'est un peu trop long. Mais on commence à installer, essayer de faire des finishers sur tout le monde qui essaie de faire son finisher sur tout le monde. Rock qui finit toujours par s'en sortir grâce aux menaces de l'arbitre. Même l'arbitre à un moment va s'excuser à Rollins ou à Cody, je pense. Il me semble que c'est à Cody qui dit genre je m'excuse, je peux rien faire. Puis c'est après le low blow qui est comme fait, je peux pas le disqualifier.
Sinon, je parle Il mal. va juste voir Cody et comme, désolé, il y a eu un low blow. Exactement, mais tu sais, ça reste que Seth et Cody réussissent toujours quand même à s'en sortir grâce à leur hargne. Ils sont, leur travail acharné. Puis, c'est dans le pre-show, là, un moment donné, il y a quelque chose d'intelligent qui a été nommé où on dit que Rollins et Cody luttent à chaque semaine. Ils sont là tout le temps à chaque semaine. Ouais. Eux sont habitués d'être dans ce beat-là, tandis que Roman, il n'a pas lutté depuis Royal Rumble, puis Rock, il n'a pas lutté, ça fait 8 ans. Fait que dans l'histoire... Ça fait 8 ans, il a lutté 6 secondes, là, il y a 8 ans. Fait que ça fait quasiment 10-12 ans. 10-12 ans. T'as quand même raison là-dessus. Fait que c'est juste normal dans l'histoire qu'on nous raconte où les deux gars qui se font calisser une volée sont capables de revenir de ça plus facilement. Ensuite, Roman va... On est rendu dans le troisième tiers, on est rendu plus vers la fin, l'intensité est le fun. Le match commence à être vraiment plus intéressant parce que l'intensité monte. Roman va même tenir Cody en guillotine. Puis là, j'ai pas fini ma phrase dans mes notes. Mais l'espèce de guillotine que Cody, genre, essaie de s'en sortir, en revient pas, il garde en guillotine. L'arbitre fait le test, il lève le bras, puis Cody qui est là, puis qui réussit à s'en sortir. C'est là où Rock va prendre la ceinture puis aller la menacer, I guess. La mère de Cody, il y a une photo là, que vous voyez l'intensité là, de Maman Road là, qui crie après puis qui se laisse pas intimider. Ensuite, c'est des enchaînements du Bionic. Et j'ai peut-être une petite parenthèse vas-y. Ici, le fait qu'on enchaîne le match Zayn-Gunther et le match Road avec une construction de quelqu'un dans le public, un peu de la même manière dans les deux. Oui, c'est vrai. Je trouvais ça aussi clever. Comme, tu sais, on le voit des fois, on sème des graines dans un match pour les récolter dans un autre match. On a des clés au public, on a des clés aux gens de comprendre, de s'habituer à regarder ça. Exact, puis c'est le côté aussi, la mère qui réagit, mais qui réagit un peu, tu sais, elle n'est pas dans l'inquiétude, elle est plus dans le « je suis fâché contre The Rock ». Ouais. Puis là, on a fait « ah non, mais ça se peut, le match d'avant, c'était la même chose, puis là, Sami a gagné », fait on dirait que ça vient installer un côté, on y croit. Ouais, c'est ça. On y croit, puis tu sais, ça vient rendre la surprise plus surprenante, ou ça vient... Ouais. Bref, c'est comme une manière de construire sur l'entièreté du pay-per-view des histoires également. Fait que ça, je trouvais ça un peu clever de le faire, le parallèle entre les deux qui se suivent. C'était... Ben, vraiment que j'avais pas fait le lien, mais complètement. On va faire J'aime beaucoup la move, le Bionic Elbow du papa de Dustin. L'hommage. Dusty. L'hommage qui est fait à Dusty Rhodes. J'aime beaucoup ce move-là, c'est tellement stupide. Là. On a un coup de coude sur la tête, là, on s'entend. Ensuite, le Bionic Elbow n'est pas contré, mais il est comme suivi d'une tentative du People Elbow qui est contré par un Cody Cutter. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on va avoir un petit rappel dans 5 minutes pour se rendre vers la fin du match. Il y a un manque de communication cependant entre Roman Reigns et The Rock parce que Reigns donne un spear à Rock super bien vendu. The Rock qui est juste... on dirait qu'il a complètement perdu le souffle. Mais c'est sans conséquence. Mais tout, la caméra, elle filmait bien. T'avais Rain qui se sentait mal, avec en background un The Rock qui se selle en fou. Fait que ça, bravo au acting de tout le monde sur cette séquence. Très, très bien fait. Puis la séquence, c'est le fun à regarder. T'as le spear, ils vendent, t'as les deux gentils qui se relèvent puis qui font un pedigree en stéréo sur les deux gars. Avec ça un sent la fin. Ça sent la fin. Ça sent la fin. On le sent que ça double sent bien. Double pin, Double pin, mais non, les deux kick-out exactement en même temps. Un timing de feu. Ça m'a fait beaucoup rire, finalement. On sort un peu du ring. Rock qui se fait donner, sa propre médecine. Par contre, ils ont tout tassé les tables là, de ce qu'il y avait sur les tables. Tassez-vous, ici, on décalisse tout, là, on réaménage ce qui se passe ici. Et il y a un manhandle slam, il y a un rock bottom qui est donné. Ça me faisait rire de donner le nom de l'autre. Il y a un rock bottom qui... On pense que Rock va être capable de donner un rock bottom à Cody, mais non! C'est lui qui le donne, pas de la table des Spanish.
on aurait cru que, parce que c'est un petit running gag qui se fait qu'on aurait cru que la table des commentateurs espagnols serait fait déconcrisser. Mais non, du tout. En fait, ils ont parti de cette table-là pour se rendre dans la table des commentateurs anglophones. Fait que c'est suivi après d'un spear dans la barricade de la part de Roman à 7. Fait que là, tout le monde... on est dans du bon rythme, là, parce que très, le dernier 15-20 minutes, là, c'est très rythmé. Versus le premier 20 qui est hyper lent. Exactement. Fait que là, c'est le fun à regarder. Là, on est dedans, là, je suis debout dans mon salon, puis là, tout le monde... Moi, je suis debout, mais eux autres sont à terre, tu comprends ce qui se passe. Puis, c'est finalement, on revient dans le ring avec Cody et avec Roman Reigns. Je pense que est-ce que Roman le tenait en guillotine? Quand il a donné le coup de ceinture dans le dos, dans les cordes, c'est parce qu'il donnait... Cody allait faire un mouvement c'est ça. à Roman. Et ce coup de ceinture-là a fait changer le momentum, si on veut. Puis il a pu avoir un spear de donner de la part exact. Et c'est un storytelling parce que, tu sais, c'était une des questions, combien il allait avoir de coups de ceinture, parce qu'on s'entend, les dernières nations ont été construites autour de ça. Et la réponse... Oui, pendant un bout, j'ai fait ça allait être 0, finalement. Un coup de ceinture, mais un coup de ceinture important. Un tabarnak de coup de ceinture bien timé. Au bon moment. Mouah. Et encore une fois, je pense que la WWE est pas assez bonne pour mettre le son à la bonne place. C'était le vrai son que t'entends. Je pense que oui. Ça sonne, ça fait mal, et s'ensuit la séquence finale super bien exécutée. Un People's Elbow qui donne la victoire au Bloodline. Moi, je pense que vous l'avez vu, vous autres, là, quand vous écoutez ça, le match du dimanche. Ça risque d'être le fun à écouter. C'est ça, bonne fin de match, bon troisième tiers de match dans l'histoire qui est racontée. On réinvente pas la lutte, là, on s'entend, là, c'est rien de... Mais avec tous les joueurs qui étaient là, ça pouvait pas ne pas être bon. J'ai eu peur à un moment donné qu'on fasse comme ça va-tu... Le jeu d'acteur de tout le monde était très bien fait. T'as peut-être Rollins qui était... Roman a été excellent. Roman est excellent. Moi, j'ai l'impression que Rollins a peut-être été moins bon face aux trois autres au niveau du jeu d'acteur. Les trois autres jouent mieux leur rôle. Rollins, pendant une longue partie de la fin, il n'est pas à la caméra. Il est effacé, il a mal aux genoux. Mais il fait moins partie de l'histoire directe. J'ai l'impression qu'on a voulu focusser l'histoire un peu plus sur Bloodline et Cody Rhodes et enlever, qui justement, on en a jasé, le genou va peut-être avoir un impact sur son propre match. Mais on l'a enlevé de la fin. Quand même surpris, moi, d'avoir le pin Rock sur Cody. Je pensais moi aussi que ça allait préféré avoir Rollins. Mais là, en tout cas, de la manière que c'est construit en ce moment, à voir comment ça va vous le savez, mais à voir ce qui va se passer le lendemain. Est-ce que je sais pas comment ça va se passer? Non, c'est ça. Moi, déjà, mon booking, il marche plus parce que moi, je voulais une fin clean pour le lendemain. Il n'y aura pas de fin clean, fait que ça va être une fin feu d'artifice de beaucoup de gens qui vont venir intervenir. Exactement. Et d'après moi... Je dis que le match n'était pas très mémorable, mais j'ai l'impression qu'on est en train de bâtir quelque chose pour avoir une fin. La dernière heure, puis là, vous l'avez vu. Parce que d'autres, on l'a pas vu, fait qu'on est encore excité. On est dans ce moment-là, mais j'ai l'impression que la dernière heure du WrestleMania du dimanche, là, tu sais, moi, si je m'endors, je m'endors. Là, fait que sur mon sofa, rendu là, je vais être debout à minuit. Même s'il faut que je me lève à 5 heures le lendemain parce que je vais être dans le studio à faire applaudir des quinquagénaires qui sont à moitié morts. Je vais quand même être craqué dans mon salon à minuit à faire comme Let's go, Cody, finis-le ta calice d'histoire que j'aille me coucher. Vois-tu? C'est ça qui va se passer. Puis j'espère que c'est ça qui va se passer parce que c'est un peu décevant comme main event. Mais ça reste que l'histoire qui est racontée en général, et ça depuis 6 mois, depuis le début, elle est intéressante, elle est le fun. Même si le match comme tel n'est pas mémorable, l'histoire qui est racontée dans son entièreté, elle est très très le fun. Et là, je sais pas ce qui va se passer, mais on dirait, là maintenant qu'il va y avoir, il n'y aura pas le choix d'avoir des gens qui viennent aider Cody si on veut égaliser les chances. C'est Bloodline Rules, mais il va falloir que du monde vienne du bord de Cody. Là, il ne pourra pas être contre 10 personnes puis gagner. Et là, on va voir qui va arriver. Mais moi, j'ai l'impression que tout le monde... En tout cas, ça serait une fin poétique un peu. Tout le monde une justice poétique, mais que tout le monde qui s'est fait avoir depuis le début du règne de Reign, fait un Sami Zayn, un Jey Uso, tout le monde arrive... Puis Daniel Bryan. Non, c'est ça. Qui a commencé le règne comme ça. Non, mais tu sais que tout le monde s'est fait avoir, et même chose avec The Rock, tous les gens que The Rock a fait chier à travers les années, viennent du côté de Cody, et qui est peut-être un super affrontement de star power de fou
Les deux sont face à face et se courent dedans. Et là, se battent tout le monde. Ça serait... Je trouve que ça serait une manière intense de finir WrestleMania X large, d'avoir le plus de star power possible dans le ring du main event. Ça fait du sens parce que depuis 6 mois, on nous vend It's the biggest WrestleMania ever. Ouais. It's 40. It's the biggest thing. It's the biggest. C'est pas the biggest, là. C'était WrestleMania samedi, là, c'est un B. C'est un WrestleMania B. Peut-être B-. Comme, c'est pas de biggest, là. J'ai besoin d'un dimanche, ce tabarnak qui va être de biggest. Fait que oui, ce que tu me dis là, si on finit là-dessus avec plein de monde, là, je vais être d'accord. Là, je vais le prendre. It was the biggest fucking WrestleMania ever. Mais comme là, puis encore là, vous l'avez vu, vous le savez. Vous le savez, vous m'écoutez parler, péter ma coche, puis vous dites, Pierre, calme-toi. En même temps, calme-toi, tu sais pas, ça va être full bon. Tu le sais, ou ça va être dégueulasse. Ou t'as raison de péter ta coche parce que c'est calissement décevant, là, t'es. Il va avoir Cody Rhodes son esti de canard en plastique encore sur le ring. Mais moi, ce que j'espère, c'est que ça soit pas Cody Rhodes tout seul qui bat tout le monde. Parce que ça, je serais comme... Ça pourrait. Mais non, Cody, c'est un gars d'équipe, là. Mais en tout cas, j'espère qu'il va avoir un côté que ça sera pas juste Cody à la Super Cena, là. À la Super Cena qui détruit tout le monde. Puis qui gagne tout seul. J'espère qu'il va quand même avoir un rappel pour que ça reste logique. Mais bon, je fais confiance quand même au booking de Triple H. Est-ce qu'il pourrait avoir un turn de Rock? Ça se pourrait, comme Nation of Domination dans le temps où il a fait tourner tout le monde. Ça se pourrait. Jimmy puis Solo qui tournent contre... Ça serait quelque chose, mais ça, je pense pas. Mais il va peut-être avoir encore un miscommunication qui va amener à un turn. Ça se pourrait, parce qu'on l'a déjà semé la graine dans le match d'un miscommunication, qui a pas eu d'impact au final. Ça n'a pas été... Il n'y a pas eu de s'il y a un deuxième le lendemain, là peut-être que ça sera une histoire différente. On l'a senti avec l'arbitre. Avec l'arbitre, Rock, il n'y a pas de patience. Là. C'est tout ou rien. Là, exact. Mais j'ai hâte quand même, moi. Malgré que tu dis que c'était pas le meilleur au niveau in-ring, mais j'ai pas détesté. J'ai beaucoup détesté Jey Uso, Jimmy. J'ai fait pourquoi vous nous faites ce match-là, ça sert à rien. C'était très bon. Tous les matchs étaient très bons. Je l'ai vraiment exagéré pour le gag, mais ça reste que pour moi, c'est pas le plus mémorable. Mais c'était correct. C'était un WrestleMania correct. On n'est pas dans le meilleur ever. On est loin du 30 et on est loin du 17 on n'est pas dans le biggest WrestleMania ever qu'on nous vend depuis 6 mois. C'est surtout ça qui me gosse. On est très loin. Toi, ça serait quoi ton préféré de ceux que tu aurais écouté? Celui de l'année passée. Ah oui, ever? De ceux que j'ai écoutés, je n'ai pas écouté beaucoup. Là. Je n'ai écouté, non, mais que tu as réécouté par la suite. Que j'ai réécouté par la suite. Le 17, là. Ouais. Beaucoup de gens ont le 17. Moi, j'ai préféré le 30, peut-être parce que. Mais toi, t'es live. Daniel Bryan guy, fait que. Mais moi, mon 1, ça serait 30. 17 serait mon deuxième. Ok, je t'en je pense celui du style qui termine avec Rollins, qui gagne la ceinture en cash-in. Il y a des bons matchs dans ce Mania-là. Entre autres, le plus magnifique RKO que j'ai jamais eu de l'histoire avec Rollins. C'est beau. Ça, c'était magnifique. Mais tu sais, il y a eu des bons matchs dans cette carte-là. Puis j'ai aimé la construction de la carte en règle générale. Et je pense que ça serait ça mon top 3. Mais X-Large est loin encore de rentrer dans mon top 3. Et très loin encore. Laissez-nous savoir dans les commentaires, vous, c'est quoi votre WrestleMania préféré. Et est-ce que Extra Large se trouve dans votre top 5, top 10, top 40 peut-être? Ben, c'est sûr, ça se trouve dans votre top 40. Ça, c'est garanti parce que c'est le 40e. Fait que, puis, si jamais on vous fait rire parce que ce qu'on dit, c'est de la sauce depuis le début, parce que vous avez écouté à ce moment-là le dimanche soir, le WrestleMania Nuit 2, soirée 2. Vous pouvez nous narguer, ça va nous faire plaisir là, de rire avec vous. Si vous nous écoutez sur YouTube, ça se passe en bas, c'est direct là. Vous scrollez un peu en bas, puis vous pouvez écrire des commentaires. C'est super bien fait, super facile aussi à trouver. Si jamais vous nous écoutez à l'audio sur votre plateforme de balado préférée, venez nous voir sur Facebook, sur Instagram. On vous répond, on commente aussi avec vous. On alimente la discussion. Ça nous fait plaisir de vous lire. Sinon, Maxime, dernier mot. Écoute, j'ai hâte à ce soir, tout de même. Ouais. Et gros merci tout le monde pour votre écoute, tout ça. Il nous reste un dernier épisode qui va sortir jeudi, qui va être l'analyse de la nuit 2, de la soirée 2 de WrestleMania, qui va terminer notre road à nous. C'est un road to 1000 abonnés qu'on a battu. On est rendu à 3800 quelque chose. 3850 la dernière fois que j'ai regardé. Fait que merci beaucoup pour ça. On va voir plus ou moins. Fait qu'on va voir. Sommes-nous capables de se rendre à 4000 d'ici jeudi?
On sait pas. Si jamais vous voulez nous aider, allez liker, ça l'aide l'algorithme. Allez partager même. Partager, ça l'aide beaucoup aussi. Oui, s'il vous plaît. Parce qu'au moment où vous regardez ça, il vous reste 24 heures parce que nous, on enregistre le mardi pour le jeudi. Fait que t'es dans le temps, là. C'est ça. Fait que un gros merci en général pour l'appui. 100%. Et bon WrestleMania 8-2. Vous l'avez déjà vu. J'espère que ça a été bon. Sinon, on se revoit dans quelques jours. Max Perriard ainsi que Jean Castonguay pour les sommeliers de la lutte. Ciao, ciao! Bye!